Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième conférence de presse organisée par Jet d'encre. Donc on va rapidement rappeler l'objectif, hein, c'est de permettre à des journalistes jeunes de participer à une conférence de presse autour d'un sujet donné, donc avec un travail de documentation en amont et en préparant des questions, etc. Et comme on a envie que l'exercice s'inscrive dans la durée, ben, les journalistes pourront écrire et publier des articles suite à cette conférence. Alors le sujet aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est féminisme et questions de genre. Le but, ça va être de développer une réflexion sur le féminisme, sur l'intersexualité, sur la transidentité, sur les questions d'intersectionnalité au cœur des enjeux du féminisme, la place des femmes dans l'espace médiatique également. Des questions qui sont évidemment très contemporaines et qui agitent. Et on va justement pouvoir en parler avec deux intervenantes. Alors d'une part, Alice Coffin, qui est donc journaliste et militante féministe et LGBTQI+, cofondatrice de l'Association des journalistes LGBT et de la Conférence européenne lesbienne, enseignante, élue écologiste au Conseil de Paris, entre autres choses. Et puis vous la connaissez sans doute pour son dernier ouvrage, Le génie lesbien, qui traite donc du militantisme lesbien et interroge la place qu'occupent les hommes dans l'espace public et médiatique. Et voilà, un ouvrage qui a beaucoup fait parler, à l'origine d'un déchaînement médiatique assez démesuré et d'une rare violence. Bonjour Alice. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. À tout de suite. Et puis nous avons aussi, nous sommes aussi avec Dolores Baquela, qui est donc journaliste freelance et militante féministe. Donc elle a écrit ou écrit toujours pour Mediapart, Cosette, Chic Magazine, Le Média ou encore RFI. Et elle produit également des podcasts sur le site Studio 56 Nouvelle Écoute, qui est, alors là je vais citer directement l'intitulé du site, hein, un flux de podcasts dédié à l'expérimentation, l'invention et la liberté dans la création sonore. Et donc, son engagement féministe transparaît notamment dans des articles où ben, l'actualité féministe se superpose à la culture musicale, avec par exemple un article pour Mediapart en septembre sur l'émergence d'un MeToo dans la musique. Aujourd'hui, on le voit, ça prend forme avec le hashtag MeTooMusic, ou MusicToo. Bonjour Dolores. Bonjour. Alors, juste pour rectifier, je n'étais pas productrice des podcasts. J'ai été produite par le studio Nouvelles Écoutes qui a, c'est pas grave, hein, c'est juste que la production, ça implique d'autres compétences que j'ai pas encore développées à ce sujet. Par contre, j'ai produit des événements dans le cadre de mon activité de blogueuse sur l'afro avec le festival Fresh Woman. Voilà, mais c'est pas exactement les mêmes dynamiques. Merci pour la rectification. Non, il n'y a pas de problème. Merci à vous pour l'invitation. Du coup, on va pouvoir commencer cette conférence de presse. Alors, avant toute chose, on a organisé la conférence de presse en trois parties, en trois blocs, entre guillemets. Alors, une première où on va parler de la libération de la parole autour des enjeux féministes et des questions de genre, et en général de la vulgarisation de ces questions dans l'opinion publique notamment. Une deuxième partie où on parlera, où on posera des questions sur la place des femmes dans l'espace public et médiatique, puisque même s'il y a des progrès qui ont été faits, ça reste un sujet relativement délicat. Et puis on finira avec les conséquences politiques et les conséquences sociales de l'émergence de ce discours féministe, ou plus exactement de la démocratisation de ces discours. Et donc, avant de permettre aux journalistes jeunes de poser leurs questions, Jeanne va vous poser voilà, une petite question introductive. Bon, une petite question qui pourrait solliciter de grandes réponses, mais voilà, c'est juste histoire d'introduire la conférence. Oui, du coup, la question d'introduction s'adresse à vous deux. Et c'est de votre point de vue de journaliste et essayiste, est-ce que vous faites le constat d'un nouvel intérêt pour les questions de féminisme, d'égalité de genre et de sexualité au cœur du débat public et du monde médiatique ces dernières années? J'y vais? Ouais. Bon, ouais. Vas-y, Alice. Et alors j'y vais, et puis du coup, parce que je ne voulais pas spoiler avant que Dolores Bacchella ait été présentée, mais j'ajoute que je remercie Gédank, mais je suis particulièrement contente d'assister à cet événement avec Dolores, parce que je vous recommande vraiment d'aller consulter l'ensemble des œuvres qui ont été mentionnées, parce que c'est voilà, journaliste dont j'admire beaucoup le travail, et donc je suis très, très contente. Et alors pour répondre un peu succinctement, la réponse va être très claire, oui. Après, c'est pas juste une impression, c'est un constat presque, j'allais dire, quantitatif en termes, moi je m'intéresse, ma spécialité en tant que journaliste, c'est d'être journaliste média, donc c'est-à-dire d'observer, d'enquêter sur le travail des autres journalistes et même plus spécifiquement sur la façon dont les journalistes traitent des questions minoritaires, traitent de féminisme, etc. Donc
Et là, ça n'a rien à voir en termes quantitatifs. La façon dont on est passé en fait de production d'articles, de reportages, d'enquêtes, c'est absolument massif. Et je vais faire une réponse courte, mais un dernier exemple. Moi, j'appartiens à l'association des journalistes LGBTI qui a lancé il y a 3 ans une cérémonie qui s'appelle les Outdoors, dans laquelle on vise à valoriser en fait les œuvres qui traitent notamment de questions LGBT, puis un peu minoritaires en sens un peu plus large. Et je me rappelle en 2017, mais vraiment, limite, on galérait un peu quoi, pour trouver des papiers, des articles, des enquêtes qui avaient illustré ces sujets-là. Et pour la dernière édition, on avait vraiment l'embarras du choix pour sélectionner en fait au sein des articles publiés. Donc c'est ça aussi qui me donne une jauge très 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 concrète. Donc oui, bien sûr, c'est traité de manière beaucoup plus massive désormais. Ça ne veut pas dire bien, ça ne veut pas dire que c'est achevé, mais s'il faut répondre, oui. Et du coup, moi, j'y vais. Ouais. Ouais, allez-y. Hein. Oui, alors pareil. Alors, je voulais d'abord dire que j'étais aussi très très contente de voir Alice dans ce cadre-là. Je tenais aussi à préciser que Alice, en fait, j'ai eu la chance. Enfin, c'était une des journalistes que j'admirais parce que vous n'avez pas mentionné, mais elle a aussi travaillé longtemps chez 20 minutes comme journaliste média et que c'était un peu un de mes modèles dans la presse et que j'ai eu la chance de travailler dans le service dans lequel en fait elle s'est illustrée pendant des années. Donc c'était à la fois et en fait ça fait sens aussi avec ce que je voulais dire par rapport à votre question, c'est-à-dire que effectivement moi je m'inscris dans déjà une longue marche de journalistes, de personnes qui ont vraiment pris les risques que nous finalement on n'a plus forcément à prendre pour en fait pouvoir passer des articles. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Je le constate tous les jours. C'est parce qu'en soi, c'est un métier qui est quand même structuré d'une certaine manière et que sur ces questions-là, Alice vient de le dire et je sois, et notamment quand vous parlez aussi d'intersectionnalité, il y a eu aussi une réémergence de sujets notamment qui touchaient notamment les femmes noires. Je vais essayer ici de ne pas parler de personnes racisées parce que pour moi, les problématiques à chaque fois sont quand même très, très différentes. Selon le type de personne, la manière dont on peut être perçu. Mais il y a eu un moment, et c'est là où moi j'ai commencé vraiment mon activité de plus près avec l'afro, où en gros, il y a des questions qui ont réémergé, qui rebattaient un peu les cartes du débat féministe et où en fait ça a été quand même très compliqué de faire en sorte que ce ne soit pas, on va dire, que des sujets qu'on utilise parce que simplement ça faisait de l'audience et que c'était polémique. Et qu'ensuite on considère vraiment que c'était des vrais enjeux, des vrais sujets. Et on le voit à l'heure actuelle dans les débats généraux dans l'actualité que c'est loin d'être gagné. On voit que tous les ans, il faut remettre qu'il faut créer des événements médiatiques pour qu'en fait les gens se disent, les féministes, ce dont parlent les militantes, ce que essayent de rapporter les journalistes qui travaillent sur ces questions sont des vrais sujets. Donc oui, il y a une plus grande acception et une plus grande compréhension que ce sont des vrais enjeux de société et que c'est pas genre juste pour être là parce que ça n'amuse personne toute la journée d'être harcelé, insulté. On l'a vu avec le livre d'Alice où il y a une réception qui est absolument démentielle alors que rien de ce qu'elle dit déjà si on lit bien le livre et qu'on ne s'arrête pas sur 3 phrases mal sorties du contexte, rien de ce qu'elle dit n'est condamnable par la loi, n'est indécent n'est faux. Voilà. Simplement, on voit bien que dire des choses, même quand elles paraissent quand même assez simples, assez logiques, ça n'empêche pas les procès d'intention, etc. Donc, on va dire qu'on est plutôt dans une ère où il faut continuer d'asseoir en fait des choses qui sont en fait évidentes pour tout le monde et qui, je pense, sont évidentes pour vous qui êtes, je pense, une génération ou deux après nous, quoi. Voilà. Justement, tout ce travail sur la vulgarisation, cette libération de la parole, etc., ça va être l'objet comme je le disais tout à l'heure, de la première partie. On va pouvoir un peu approfondir cette question, en fait. Et puis, voilà, je vais laisser les journalistes jeunes poser leurs questions. Voilà. Oui, bonjour. Alors, c'est une question qui s'adresse à vous deux.
On voit beaucoup aujourd'hui de témoignages sur YouTube et Instagram ou TikTok évoquant une expérience personnelle sur la transidentité ou l'homosexualité, par exemple. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de la libération de la parole sur les réseaux sociaux? Bah, je réponds assez rapidement, mais vaste question. Comment se positionner? Moi, je dirais que les réseaux sociaux, c'est un vecteur incroyable, justement, enfin, c'est peut-être même l'un des vecteurs principaux pour beaucoup de personnes de cette prise de parole-là. Moi, je me rappelle encore, par exemple, du tout premier tweet lancé par Sandra Muller, Balance ton porc, qui a, on l'a vu ensuite, entraîner une multitude de témoignages et de prises de parole qui ont quand même été importantes et qui restent stigmatisées. Donc, je pense que ça, c'est très important. Je pense simplement que, notamment sur la question de la transidentité, mais n'étant pas concernée, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que sur ces sujets, déjà, il y a des personnes qui, je trouve, font un travail très intéressant pour faire en sorte de faire comprendre, en fait, que ce sujet, déjà, n'est pas un sujet simple. Je pense notamment à quelqu'un comme Vénus Luzo ou à Alexis du compte Aggressively Trans, qui vient de sortir un ouvrage sur ces questions, une espèce de manuel, un guide, et donc les podcasts. Donc je pense que les réseaux sociaux, c'est important parce qu'il y a des personnes et ressources maintenant sur lesquelles on peut s'appuyer pour mieux comprendre ce qui se passe. Maintenant, c'est aussi parfois, il y a des choses, des vidéos, même émanant de médias un peu importants, qui, pour moi, par exemple, font pas complètement le travail ou sont pas complètement à la hauteur des enjeux du sujet. Et je pense qu'évidemment, on pourrait aller plus loin. J'ajoute qu'il y a un média, par exemple, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paint, qui est un média qui fait beaucoup de témoignages, notamment sur ces questions LGBTQ+, qui est tenu par deux frères et sœurs jumeaux et jumelles, et qui permet en fait justement d'avoir un espèce d'apport sur ces questions qui, moi, me paraît quand même de qualité. C'est du témoignage, mais c'est anglais, il y a des vraies choses. Et alors TikTok, c'est encore un autre type de réseau social où il me semble on est sur les questions de régulation, de prise de parole, etc., où déjà que le reste des réseaux sociaux n'est pas réglementé, que c'est difficile parfois de s'y retrouver. J'ai l'impression que TikTok, voilà, on commence aussi à se pencher sur les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce sujet. Alors, se positionner, c'est difficile. Tant qu'il y a des personnes ressources sur lesquelles on peut se retourner et avec lesquelles on peut apprendre des choses, moi, je pense que voilà, ça reste un vecteur important, en tout cas, d'information sur ces sujets. Merci. Oui, je rejoins complètement. Et pour dire encore, c'était mentionné, moi j'aurais toutes les raisons en ce moment d'être extrêmement effrayée par ce qu'on peut appeler de manière très vaste les réseaux sociaux, parce que c'est dans des proportions. Moi j'avais les habitudes de cyberharcèlement et tout ça, mais depuis que je suis élue, ça a vraiment atteint et encore récemment, là, depuis la semaine dernière, ça passe à chaque fois des caps vraiment préoccupants et assez. C'est assez épuisant en fait, hein, en termes de cyberharcèlement. Et pourtant, je reste vraiment grande, voilà, grande adepte et grande. Pour moi, ça reste quand même une révolution de ce que ça a permis, et notamment, alors sur les questions du témoignage, mais sur les questions, enfin tout simplement parce que sur les questions d'accès en fait à une parole médiatique, parce que finalement c'est ça m'avait beaucoup frappé. J'ai fait un petit détour, mais à un moment il y avait eu des explications de ce qu'on a appelé la Ligue du LOL, de justification qui disait mais en 2010, franchement, c'était une cour de récré, Twitter, il ne faut pas regarder ça avec nos yeux de maintenant parce qu'on rigolait bien et parce que on ne peut pas le relire comme ça, c'était vraiment un truc de vanne et tout à fond. Moi, 2010, de Twitter, ce dont je me souviens, c'est surtout d'un changement magistral qui a permis à un certain nombre de groupes de militantes d'émerger en fait sur ces réseaux sociaux-là. Moi, je pense au collectif dont je fais partie, La Barbe, qui a pu renouveler en fait ces modes d'action et qui n'étaient pas, hein, on n'était pas sur la modalité du témoignage à l'époque, mais qui font partie de ça. C'est-à-dire comment on s'exprime quand on n'a pas directement un accès à la parole aux médias. Moi, les premiers vraiment grands enseignements, même sur
des lectures, des enseignements afroféministes. C'est aussi via les réseaux sociaux et des groupes qui se sont créés là que je les ai eus, mais ce qui est normal, c'est-à-dire comme toute parole qui finalement est verrouillée de la part des universités, des médias traditionnels, ça ouvre une porte d'accès, et j'allais dire jusqu'à maintenant. Moi, si je prends le cas qui m'a occupé récemment à la mairie de Paris, autour de la mise en cause de l'ancien adjoint à la culture, Christophe Girard, j'ai fait un fil Twitter. Et c'est quand même significatif, c'est-à-dire même passer une certaine position, élu, ben je ne l'ai pas directement, hein, l'accès à la parole médiatique, en fait, finalement. Ça reste quand même extrêmement restreint sur qui peut s'exprimer, qui est invité dans les médias à grosse portée, mais voilà, et ça m'a beaucoup marqué ça, parce qu'en fait, je me dis, l'efficacité reste absolument totale, et je pense effectivement, avec les nouvelles vagues récentes du mois de janvier, de témoignages sur les réseaux sociaux, on le voit encore à quel point c'est quand même cet outil-là, mais ce qui traduit des enjeux, voilà, ça redistribue les enjeux de pouvoir, mais ça redistribue l'accès à cette parole-là, et c'est pour ça que c'est tout ce qui peut, franchement, dans la société, venir grignoter sur des structures de pouvoir établies. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est très, très intéressant que ça soit sur ces échanges-là, et que ça a été par ces modalités-là, et que ça continue par ces modalités-là qu'on y parvient parce que voilà, c'est quoi un témoignage, c'est vraiment dire, et c'est la même chose. Enfin, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser la parole d'écriture sur les murs aussi, parce que c'est marrant, il y a le même mot de mur sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs, ou mur dans la rue, sur les collages, mais parce que c'est ce qui est à notre disposition, contrairement à des écrans de télé ou d'autres plus difficilement accessibles. Donc ça me paraît, ma position est favorable, si je dois conclure. Une question à Alice Coffin et à Dolores Baquela, peut-être définir l'intersectionnalité auparavant pour les gens qui nous regardent, mais comment expliquez-vous l'importance de l'intersectionnalité dans le travail, dans le féminisme? Désolée, pardon. Eh ben, pour toutes les raisons qu'on vient de citer, c'est-à-dire que l'intersectionnalité qu'on aime beaucoup critiquer, qu'on aime galvauder, dont on aime oublier qu'en fait elle est née pour parler de la manière dont en fait les problématiques que peuvent rencontrer des personnes en fait ne se superposent pas, elles se croisent en fait à l'intersection de ce qui est notre être social, hein. C'est-à-dire que si on est une femme noire et qu'on a des incapacités, donc on n'est pas valide sur tous les plans, qu'on est handicapé, voilà, ça c'est des intersections qui font que forcément on va être perçu d'une certaine manière et qu'on va vivre certaines choses dans une société donnée, puisqu'on parle de la société française. Et donc pourquoi ça a pris de l'importance? Ça n'a pas pris de l'importance parce que les gens se sont dit c'est important que tout le monde soit concerné, enfin que tout le monde soit inclus. Ça a pris de l'importance parce qu'en fait les personnes se sont dit nous on en a marre. Et moi en tout cas en France je note qu'il y a eu une espèce de collusion et une rencontre plutôt entre ce courant-là et puis la réémergence, parce que c'est une réémergence plus qu'une émergence des mouvements afroféministes en France, notamment, mais surtout quand même, on ne leur rend pas assez hommage sur la manière dont elles ont contribué très largement à renouveler le discours féministe, à renouveler la profondeur des enjeux, et cette question justement d'intersectionnalité, c'est complètement elles qui l'ont remis sur le devant de la scène pour dire en fait nous existons dans nos différences et nous sommes parfois doublement, triplement stigmatisés dans une société qui déjà n'aime pas les femmes. Donc il faut absolument que même au sein même des groupes militants, vous preniez en compte le fait que mon vécu de femmes noires, de femmes asiatiques, de femmes, voilà, de toutes les femmes en fait, puisse être pris en compte. Et je pense que c'est vraiment ça, pour le coup, par exemple, je pense que ça a permis à beaucoup de gens d'entrer dans la danse militante et de se dire qu'elles étaient légitimes dans leur combat et d'être incluses dans ce combat-là. Donc, je pense que l'important, c'est que simplement, ça fait shifter le discours
sur autre chose et que ça décentre ce qu'on appelle le féminisme blanc et bourgeois, hein, qui en fait, si on le regarde et on le repense, ne faisait pas la place tant que ça, et même dans les mouvements militants, là on parle en ce moment d'islamo-gauchisme, etc. On sait aussi que les mouvements gauchistes, les mouvements blancs parfois, ont été des mouvements éminemment excluants pour les personnes qui ne ressemblaient pas à ce que ces personnes qui militaient étaient. Et c'est très important de le dire, et c'est ce que je pense qu'a amené l'intersectionnalité, c'est de rappeler que on peut tous lutter ensemble, converger, mais qu'il est important de se rendre compte que le vécu d'une personne qui n'est pas blanche en France ou qui a d'autres caractéristiques vues comme des stigmates, c'est important de les articuler dans un débat, dans un combat tel que le féminisme, pour qu'on puisse justement avancer. Parce qu'on le sait, on le dit, c'est écrit, en fait, ça profite à tout le monde. Ça profitera à tout le monde si tout le monde prend en considération toutes ces intersections-là, en fait. Voilà. Ouais, moi je rejoins notamment ce que Dolores disait sur l'enjeu du discours aussi. Et c'est un exemple assez probant. Quand le livre est sorti, quand il y a eu toutes les histoires là, cet été, tout de suite ils ont dit Alice Coffin, féministe intersectionnelle. Moi ça m'a fait sourire parce qu'en plus c'était même pas un terme que moi j'avais du tout employé, notamment parce qu'à l'origine, par respect aussi de d'où provenait le terme, que c'était spécifiquement aussi pour désigner certaines situations propre aux femmes noires, propre aux discriminations. Et après, évidemment, sur un élargissement, qu'en tant que femme lesbienne, la question des discriminations croisées, elle est très frappante. Mais ce qui m'a amusée, c'est que je veux dire, ils ne sont pas allés chercher un truc que j'avais dit, ils ont été chercher ce terme-là. Ce qui veut bien dire que dans leur tête, ça a fait tilt quand même des liens qu'il pouvait y avoir, ce qui est intéressant. Et à quel point aussi, ce qui a fait tilt aussi, c'est à quel point, moi, ce qui m'a marqué, c'est encore une fois, le débat de la scène publique française se distinguait quand même par ces verrouillages, parce qu'il faut comprendre, j'allais dire pour le meilleur ou pour le pire, le terme intersectionnalité maintenant, il est employé dans les discours de la Commission européenne, qui est quand même vraiment loin d'être le truc le plus à la pointe et révolutionnaire de tous les combats qui soient. Ils ont dans leur texte tout à fait officiel maintenant, mais limite presque, c'est pour ça que je dis il peut y avoir des effets un peu pervers, mais bon, limite presque comme une obligation. Enfin, pour eux, ça va de soi que dans les textes européens, on a ce terme-là qui vise à chaque fois, par exemple, qu'il y a une politique qui est pensée publique par la Commission européenne, en gros, de ne pas oublier de garder un spectre assez large. Ils l'appliquent notamment quand ils parlent de problématiques LGBT, ça va vouloir dire de manière très large, on ne prend pas seulement, en gros, des gays blancs, on pense aussi à un ensemble des populations. Et on voit qu'en France, c'est encore dans une espèce de grand fourre-tout, en fait, un mot utilisé comme un épouvantail, avec un niveau affligeant quand même de méconnaissance, justement, de l'origine des termes, et un discours complètement creux, même parfois je leur ai dire, mais écoutez, dans votre sens, vous êtes en train d'en faire dans l'intersectionnalité, qu'est-ce que vous racontez là avec vos histoires de féministes, et moi je ne suis pas moins universaliste que vous, je parle aussi pour l'intérêt général, ça ne veut pas du tout dire quand on s'occupe justement de faire un tout petit peu attention de la position par laquelle on parle, y compris en tant que journaliste d'ailleurs, et de se préoccuper des enjeux qui peuvent évidemment être différents pour toute politique publique, et le Covid, ça l'a encore montré. C'est-à-dire qu'il faut penser les politiques publiques comme ne s'appliquant pas à une personne, un certain type de corps, de vécu. Ça ne va pas donner les mêmes effets sur une population. Les problématiques de santé, par exemple, sont très probantes en la matière. Il faut faire attention. Mais ça, c'est pour penser l'intérêt général. Ce n'est pas du tout pour penser... et donc, la façon dont c'est employé et instrumentalisé dans une discussion, et encore une fois, moi montre encore surtout la révolution qui reste nécessaire, enfin, la bataille culturelle qui reste nécessaire en France pour parvenir parce qu'après l'enjeu, le discours, c'est la vie, j'allais dire. Enfin, le discours, c'est la politique, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, en tant de qui on s'occupe, en fait, de qui on s'occupe dans les textes de loi, de qui on s'occupe dans les articles, de qui on s'occupe dans les cours d'université. Et ça, je trouve
trouve que c'est le décortiquage en fait, du terme intersectionnel, et tel qu'il est utilisé en France depuis, je sais pas, une dizaine d'années, très, très éloquente de ce point de vue-là. Merci. Pour reprendre sur le thème des réseaux sociaux, au-delà de leurs effets très positifs dans la diffusion et l'échange des idées féministes et LGBTQI+, n'y a-t-il pas non plus le risque de s'enfermer dans une sorte de bulle cognitive, d'entre-soi intellectuel? C'est une question qui s'adresse à vous deux. Bah, oui, ça on va dire, c'est le risque qui est pointé en général, notamment avec Facebook, le mur, le fait aussi du fonctionnement des algorithmes et de comment. Après, vous pointiez tout à l'heure différents réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Et ce qu'on constate, c'est que les réseaux sociaux ne vivent, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'ils ne vivent pas sans les médias et vice-versa. C'est-à-dire qu'on se rend compte presque depuis le départ qu'il y a un vrai transvasement perpétuel où les médias réfléchissent les réseaux sociaux en fait réfléchissent des thématiques qu'on peut retrouver dans les médias parce que tout simplement il s'agit des choses que les gens vivent ou de l'air du temps ou parfois même de formes spécifiques. Par exemple, la question du challenge, qui n'est pas en soi une question qu'on ne connaît pas dans d'autres domaines, mais qui est quand même une question, je trouve, qui est intéressante dans ce qu'elle interroge aussi de ce que ça dit de la société à l'instant T, quand elle se télétransporte ou quand elle se caractérise, se montre, se donne à voir sur les réseaux sociaux. Parce que ça dit des choses sur l'état justement de notre pensée en termes de sexisme, en termes de machisme, comment les jeunes gens se ressentent, quel impact la culture, la pop culture et la musique dans ses paroles, dans la manière d'agir ont sur les personnes. Donc je pense que c'est en fait ça, je pense que on peut dire ça dans le sens où évidemment on va liker des contenus et du coup on va nous apporter encore plus ces contenus qu'on vient liker, etc. Mais on se rend compte qu'il y a quand même régulièrement des polémiques, comme vient de le dire Alice, des choses qui sont reprises, repartagées, etc. Le seul risque qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux fonctionnent à leur manière aussi et que si on peut les utiliser comme un outil, et qu'on a dit que c'est un outil, à mon avis, effectivement, qui a révolutionné nos vies, hein, le débat public n'a jamais été aussi divers. On peut aussi malheureusement, quand on voit notamment comment l'extrême droite le cornaque habilement en utilisant ces codes, on peut aussi trouver ça déplorable. Mais en même temps, malheureusement, ça a permis aussi dans le même temps à d'autres personnes qui, pour le coup, n'avaient vraiment pas la parole, hein, parce que la parole raciste a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de s'exprimer et les autres paroles, c'est un peu plus compliqué. Donc on peut le déplorer, mais on peut aussi se dire que justement, ces collusions, ces polémiques permettent aussi de dire, eh bien, effectivement, en fait, il y a des personnes, elles sont nombreuses, elles sont... voilà, quand on ne détourne pas c'est son usage, hein, par exemple, la pratique du doxing ou de la turfing, toutes ces pratiques qui contribuent en fait à noyer des messages ou à les, à les, à les, à les utiliser à mauvais escient. Quand c'est pas ça, c'est malheureusement les usages de ce type de mode de communication forcément peuvent être dévoyés et peuvent aussi nous enfermer effectivement avec ceux qui pensent comme nous. Le problème aussi, c'est que, enfin, c'est là-dessus que je voulais terminer. Euh, le problème, c'est que c'est aussi parfois en se confrontant aussi aux personnes avec qui on a l'impression qu'on est en accord qu'on se rend compte que parfois on n'est pas tant en accord que ça. Et c'est ce que parfois permettent aussi les réseaux sociaux c'est ce qui ça nous permet de nous rendre compte de ça. C'est que finalement, on n'est pas forcément, on connaît pas forcément toujours les personnes que l'on côtoie, les personnes avec qui on parle. Et au contraire aussi, parfois, je pense que les réseaux sociaux ont permis des vraies alliances et des vraies rencontres de militants, des rencontres amicales. Ça, je pense aussi beaucoup permis à des gens qui, il y a peut-être 10 ans, notamment avec l'émergence notamment de Twitter, à peu près 10 ans, euh, ça a permis aussi à des gens qui pensaient peut-être certaines choses en arrivant sur les réseaux sociaux d'en penser d'autres 10 ans après. Donc je pense que voilà, il y a des jeux de tension, de force, d'évolution, etc.
et que voilà, les réseaux sociaux, évidemment, ont les défauts de leur qualité et vice-versa. Ils ne fonctionnent pas de manière isolée des médias qui, en fait, y puisent, permettent aussi, du coup, de faire évoluer la société. Je pense que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui en sont des utilisateurs et utilisatrices conscients, pas forcément, mais voilà, permettent aussi de faire évoluer la société en ce sens. Et donc, voilà, que c'est des usages, on va dire, qui sont des usages classiques. Même si après, et on se rend compte, dernière chose, que souvent les politiques, je pense par exemple à Donald Trump, ont utilisé à mauvais escient les réseaux sociaux pour manipuler justement des populations. Et là, on est dans un truc beaucoup plus grave. Moi, j'ai moins de problèmes à ce que finalement les gens se retrouvent à parler entre eux parce qu'ils sont dans une bulle cognitive voilà, unique que quand on a un ancien président qui est élu parce que aidé de médias ultra conservateurs et racistes et d'une entreprise qui l'a aidé à financer en fait des campagnes pour orienter les gens et les manipuler, on se retrouve avec 4 ans de folie furieuse à la tête de l'un des plus grands pays du monde. Donc ça, oui. Et je pense que là-dessus, les réseaux sociaux ont une vraie responsabilité et ne stigmatisons pas ceux qui s'en servent pour se faire entendre quand il y en a d'autres qui s'en servent justement pour manipuler et arriver à des fins qui sont, à mon avis, mortifères pour la démocratie et le débat public. Oui, toujours très, très d'accord. Et pour compléter sur le côté, sur la question du biais cognitif et du communautaire, elle est intéressante. Moi, je trouve quand même cette question sur 3 points, notamment dans le contexte français où justement on sait c'est très compliqué de justement asseoir une pensée, un mode d'action communautaire. Et finalement, voilà, hein, sur les réseaux sociaux, tant mieux, hein, j'allais dire, si ça permet à ces espaces-là de s'exprimer, parce qu'ils sont tellement, là encore, vécus comme des épouvantails dans la sphère publique française, toute notion de regroupement communautaire, que là, il y a moins de contrôle et ça, tant mieux. Et puis, oui, je suis d'accord avec Dolores, c'est par ailleurs, c'est pas complètement vrai quand on voit, enfin moi je l'expérimente tous les jours, les collisions elles sont quand même grosses, hein, on n'est pas très très enfermés, c'est vraiment pas des communautés fermées, les autres arrivent vraiment très très facilement et je suis surprise d'ailleurs comme ça passe de réseau en réseau, c'est-à-dire que moi j'avais pu avoir l'impression, c'était l'impression d'autres qu'Instagram était assez préservé de ça. Et moi, je vois là dans mes commentaires à Instagram, c'est effroyable. Je veux dire, les raids, ils ont lieu là-dessus, ils ont lieu sur mes posts, ils ont lieu. Et donc, c'est ça. En plus, donc vraiment, il n'y a pas la communauté n'est pas du tout fermée, sauf à utiliser des outils spécifiques, hein, je veux dire, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas des rencontres de monde qui, justement, en fait, peut-être, mais bon, ça, de là, ça a très bien expliqué. Et je terminerai aussi par, justement, je sais pas sur le communautaire. En fait, ce que je trouve aussi, surtout, c'est que moi, ça m'a permis de débloquer des arguments sur la volonté d'avoir des frontières, des territoires entre, notamment, les activités des gens. Et que je trouve qu'ils sont rendus très caducs par une présence sur les réseaux sociaux où je sais qu'en tant que journaliste, il y avait beaucoup de discussions sur on va avoir une charte, il ne faut pas que les journalistes s'expriment là-dessus, ils ne doivent pas s'exprimer en leur propre nom. Bon, enfin, quand même, quand on est sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, on est son identité. Enfin voilà, moi je suis Alice Goffin qui fait un ensemble d'activités, comme d'autres gens font un ensemble d'activités, et je trouve que ça contribue à pouvoir amener cette pensée-là, parce que ça mêle, et là encore, spécifiquement, c'est intéressant, mais dans le débat français, ça vient déverrouiller pas mal de choses, qui sont notamment qu'on a une conception très particulière en France de ce qui est la frontière vie privée, vie publique, qui sert des intérêts assez larges, hein. Je veux dire, c'est notamment l'argument, puisqu'on parle de féminisme, qui a été énormément utilisé dès ce qu'on a appelé l'affaire Dominique Strauss-Kahn, enfin dès les agressions de Dominique Strauss-Kahn, l'agression de Dominique Strauss-Kahn contre Nafissatou Diallo. Dès ce moment-là, c'est la vie privée, ça ne nous concerne pas, attention, on ne se mêle pas de ce qui se passe dans la chambre à coucher, et ça continue sur la question du coming out en France, qui est toujours on a je fais court, mais on a cette définition très particulière. Et ça, un réseau social, ça redistribue complètement les cartes sur c'est quoi ma vie privée, c'est quoi ma vie publique, si je choisis d'être là, qu'est-ce que j'expose, et sur aussi les différents types d'activités avec qui je discute et avec qui. Et pour moi, je trouve que c'est très intéressant et ça aide, notamment ce modèle-là, aide un peu à faire passer,
vraiment pas encore, mais cette attitude-là, de manière plus générale, au-delà des réseaux sociaux, de pouvoir un peu décrisper cette question de j'ai ma fonction, je suis en représentation et puis je suis quelqu'un d'autre ailleurs qui, encore une fois, souvent quand même sert en général les gens au pouvoir plutôt que les autres. Alors, bon, je vais avoir une question un petit peu ciblée pour Dolores. On l'a vu, ce phénomène de libération de la parole, on peut le représenter sur la dernière décennie avec le mouvement MeToo. Et en ce moment, justement, dans l'industrie musicale, on observe une sorte de MeToo musique ou de music too. Est-ce qu'on peut considérer que ça peut être un point de départ pour un véritable changement de mœurs au sein de l'industrie musicale, ou est-ce que il y a, il y a peu d'espoir? J'aimerais bien, mais en fait, je pense que le problème principal, on vient de l'évoquer, moi je parlais de Donald Trump et Alice a parlé des hommes de pouvoir, le vrai problème, c'est le pouvoir. Pas en soi, parce que bon, on est dans des sociétés où mais le vrai problème, c'est quand le pouvoir il est exercé et qu'en fait, et c'était un peu le sens aussi de l'article que j'avais écrit à ce sujet, c'est que l'impunité découle du pouvoir. L'impunité, l'omerta, en fait, on protège les hommes puissants, on protège les personnes puissantes, on ne protège pas les victimes, on ne protège pas les personnes qui sont à des stades où ils gagnent voilà, des salaires qui leur permettent parfois de ne pas parler parce qu'en fait, elles ont peur, ces personnes, ces victimes, pour leur travail. Au contraire, des personnes qui sont à des tellement haut placés que eux, on peut les exfiltrer. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'industrie musicale avec complètement dans le silence le plus complet, des personnalités très bien placées, très haut placées, qui pendant qu'on faisait tout le foin qui était important, hein, je le dis bien sûr, la face visible de ce MeToo et de ce qui se passait de manière éhontée dans l'industrie, eh bien pendant ce temps-là, les personnes qui devaient être exfiltrées ont été exfiltrées. Et évidemment, sans communiquer le moins du monde, en étant remplacées, évidemment par des femmes, parce que comme ça, on remplissait la charte, qui veut dire qu'on a bien compris qu'il était important d'avoir de la diversité et de la visibilité, et, etc., etc. Sauf que la réalité, c'est que pendant ce temps-là, ces personnes-là, leurs exactions n'ont pas été pointées. Et c'est ce que je disais aussi dans l'article, et ça se vérifie, je pense, tout le temps, de tout le temps, dans tout domaine, malheureusement, c'est que ces personnes qu'on ne voit pas, bah, vous ne connaîtrez jamais leur nom, sans doute. Peut-être que vous saurez rapidement qui elles sont, mais il y a des articles qui sont sortis, mais personne n'en a parlé. Et c'était pourtant le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que, évidemment, qu'il faut pointer la problématique des artistes qui font des soucis. Mais moi, quand par exemple, j'avais écrit sur, pas musique tout, mais en tout cas sur le balance ton rappeur il y a 3-4 ans, pour 20 minutes justement, en fait, la majorité des personnes qui m'ont répondu me disaient, déjà dans le rap, moi, j'ai pas de problème. Et j'ai pas de problème avec les artistes. Et on pointait la question systémique, structurelle du cadre, donc des industries et des personnes qui bossent dans cette industrie et pas à différents niveaux, toujours de chefferie. Et ce problème-là, bien sûr que non, il n'est pas résolu. Et qu'il y avait une vraie question de est-ce que la crise va permettre en fait de mettre les moyens et d'aller sur les vraies problématiques que pose ce problème de hiérarchie, de violence sexiste et sexuelle. Le problème, c'est que cette omerta et cette impunité persistent. Euh, C'est-à-dire que malheureusement, quand on a le pouvoir, on a les réseaux aussi, et qu'on laissera plus difficilement quelqu'un, même quand il a été chassé pour des faits de violence sexuelle et sexiste, sans travail, que quelqu'un qui a dénoncé. Voilà, le stigmate, il n'est pas porté sur les personnes, sur les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que quand on parle de tribunal médiatique, moi, je m'amuse parce que oui, il y a des personnes, des fois, qui sont pointées. Oui, il y a des personnes qui sont à la fois au tribunal médiatique et puis qui sont aussi au tribunal judiciaire parce qu'on oublie aussi souvent de dire que parfois, c'est aussi parce que, en fait, médiatiquement, les personnes sont prises au sérieux qu'elles peuvent ensuite aller porter plainte. Ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas assez. Et que ce qui vérifie aussi, c'est que parfois, les personnes n'ont même pas le loisir de porter plainte, n'ont pas le loisir même d'exposer médiatiquement ce qui se passe. Et c'est valable pour les personnes qui sont dites agresseurs. Moi, je pose la question, il y a combien de personnes, notamment dans cette industrie, qui ont été vraiment portées et clouées au pilori médiatiquement? Bah,
À part les personnes que vous connaissez parce que ce sont des rappeurs, des personnes que voilà, on est surpris, on se dit, oh mon Dieu, mais moi, lui, je l'aimais bien, et puis je chantais ci, je chantais ça. Concrètement, toutes les personnes là qui sont parties ou qui sont en train de partir et qui ont été remplacées, quel tribunal médiatique pour elles? C'est un peu comme quand on parle de la cancel culture. Pour qui? C'est pas valable pour tout le monde. Donc, j'aimerais avoir de l'espoir parce que, mais il faut, je dis ça parce que aussi, c'est des coups portés aussi aux personnes qui ont osé parler, qui, quand elles voient revenir leurs agresseurs par d'autres biais, se disent, mais en fait, tout ça, c'était pourquoi, en fait? On a une séquence médiatique qui a aidé et qui a porté, certes, et effectivement, il y a eu une vraie, voilà, ça nous a permis vraiment de parler, de s'exprimer et que le grand public se rende compte dans quelle industrie on travaille. Très bien, super. Maintenant, concrètement, quand mon agresseur il revient, je fais comment? Et ça, c'est un vrai sujet qui montre bien que le changement de mœurs ne va pas se passer comme ça, que ça doit aussi passer par des vrais... des vrais alors pour l'industrie en tout cas musicale, je pense qu'il faut absolument que en fait, les personnes qui sont en complicité depuis des années, parce qu'il s'agit de ça, hein, on parle parfois de gens qui sont en poste depuis des 20 ans, à des maillons qu'on sous-estime, mais qui en fait participent largement à faire en sorte que le système ne soit pas dérangé et qu'il suffirait d'en bouger quelques-unes de ces personnes pour qu'en fait, cela éclate. On ne va pas le faire parce que, évidemment, au point où ils en sont, au niveau de puissance qu'ils ont, ce n'est pas ces personnes-là qu'on va virer. Ce n'est pas ces personnes-là. On va gérer plutôt les personnes qui viennent d'entrer dans un travail, qui ont parfois des crédits sur le dos, qui ont peur de s'exprimer, qui veulent continuer d'avoir une carrière, mais dont ils entendent déjà qu'on leur dit « Ah, t'as parlé, est-ce que tu ne vas pas nous faire des dingueries, etc. » Donc, c'est un vrai, vrai, vrai gros problème. Et donc, j'aimerais être plus positive et optimiste. Malheureusement, des échos que je reçois en ce moment et ce que j'ai pu observer depuis l'écriture de ces articles, donc le premier il y a 4 ans, et puis ce que j'ai écrit depuis ce que je continue d'écrire, j'ai du mal à l'être. Mais peut-être que vous allez me donner de l'espoir. Mais moi, là, voilà. Alice Coffin, vous souhaitez rebondir ou je passe à la prochaine question? Non, mais juste que effectivement, et la façon dont se déroulent les choses, c'est très probant sur ce que dit sur ce que dit Dolores, c'est-à-dire pour l'appliquer à un autre champ culturel, quand on voit dans le cinéma, ça n'est pas du tout anodin que quand enfin, vraiment en France, on commence à avoir une parole, ça soit celle d'Adèle Haenel, qui est en position médiatique et de pouvoir bien plus forte que la personne qu'elle dénonce à ce moment-là, que Christophe Ruggia qu'elle dénonce à ce moment-là. Et c'est pas du tout anodin, c'est évidemment, et ça n'enlève rien du tout à son courage, à son intelligence, à Adèle Haenel. Mais ce que je veux dire, c'est que structurellement, on le voit, on est dans des rapports de force où elle occupe une surface plus grande que lui au moment où elle parle. Et donc là, tiens, là, on voit un truc qui est clos, là, on voit une désignation, là, on voit enfin les instances du cinéma bouger et dire on le vire de la société des réalisateurs parce que ça va. Donc, effectivement, il ne faut pas se leurrer quand même derrière les structures de pouvoir qui restent immensément puissantes et pour essayer de donner un peu d'espoir à Dolores, hein, c'est-à-dire que bien sûr, le travail qu'elle a accompli est primordial là-dessus. Je sais que ce qui peut aussi, moi j'essaye là en ce moment très 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 concrètement, par exemple au Conseil de Paris, de voir comment comment on bouge ça au niveau des institutions publiques qui subventionnent quand même assez largement beaucoup d'institutions culturelles et comment on fait passer des trucs. Et je le vois la résistance, comment on fait passer, et je le vois surtout les objections en disant oui, alors on peut discuter de manière générale, mais on ne va pas pointer quand même. On va pas quand même à qui on s'attaque, à qui on a à faire en face et comment on admet ou pas que, évidemment, qu'on va choisir à qui on donne cet argent-là en fonction de ces critères-là et qu'on retrouve et qu'il faut un historique et qu'il faut ce qui est immédiatement qualifié, hein, évidemment, de chasse aux sorcières, de délation, de macartisme culturel, je vous dis parce que je les ai entendus en Conseil de Paris, Alice Coffin veut virer tous les Picasso des musées. Bon, voilà, c'est quand même ça. Hein, donc, mais je pense qu'il y a des leviers d'action qui sont en train de se produire, mais en face, la puissance est gigantesque. Et je parle avec le micro éteint. Et merci beaucoup. Mais du coup, ça me permet de rebondir puisqu'on a pu constater
que le changement de mœurs ne se concrétisait pas parce que c'est les détenteurs de pouvoir qui se protègent. Mais ça me permet de rebondir sur les conséquences de MeToo Music, du MeToo dans le cinéma. Parce que pour moi, ça remet en lumière la question de l'aspiration homme-artiste qui a été beaucoup discutée. Et je voulais avoir votre opinion sur le sujet. La question, ça s'adresse à vous deux. C'est-à-dire le fait de si on doit séparer l'homme de l'artiste. Ouais, cette problématique qui Mmh. arrange souvent un parti plus qu'un autre. En fait, par exemple, dans le domaine, moi, que j'observe quand même beaucoup, donc la musique et notamment le rap, cette question-là s'est beaucoup posée. C'est-à-dire que les gens se disent, mais comment je vais faire? J'adore cet artiste, pourtant j'apprends qu'il est violent ou j'apprends qu'il est donc, trouver des tricks pour faire en sorte de ne pas avoir à s'exposer à sa musique parce qu'effectivement, continuer de l'écouter, c'est continuer de conférer à toute la chaîne qui lui permet de continuer d'exister de manière, voilà, d'exister sans problème malgré ces actes délictueux-là. Donc, c'est un vrai problème, c'est un vrai dilemme, parce qu'on n'aime pas ne plus aimer les personnes qu'on aime, quoi, et qui nous ravissent. Et qui, voilà. Mais par contre, ça pose un souci, c'est que la question, c'est qui apporte la responsabilité de permettre en fait, à des personnes de continuer d'évoluer. Et en fait, la différence de l'homme et de l'artiste, souvent, on se rend compte que dans des affaires, notamment comme les affaires de Moa, Lasquale, etc., quand on entend les témoignages, on entend quoi? Tout le monde savait. Et ce tout le monde savait fait qu'à un moment, ce n'est pas une histoire de dénonciation, de délation, comme on aime bien dire. C'est qu'à un moment, il y a des faits qui sont punis par la loi. C'est tout. Donc, la question de la dénonciation et de séparer l'homme de l'artiste, non. Il y a un homme qui doit être jugé pour ce qu'il fait. Voilà. Donc, il peut être réalisateur, il peut être éboueur et il peut être nul n'est censé se soustraire à la loi. Tu commets un délit, tu commets des exactions, tu commets des agressions sexistes et sexuelles, tu es puni par la loi. Enfin, tu vois même pas comment. Et le problème, c'est qu'on se rend compte, visiblement, en tout cas, les personnes se rendent compte que le milieu de la culture n'est pas exempt de couvrir des actes qui sont des actes absolument délictueux, sous couvert justement de la licence de l'artiste, qui serait cette personne en dehors de la société, mais en même temps dedans. En quoi? En quoi? Ça veut dire quoi que de se dire que parce qu'on a un artiste, on peut se permettre de faire des choses qui sont répréhensibles par la loi? D'évoluer dans un milieu qui est soi-disant progressiste tout en étant le dernier des machos, en ayant des paroles absolument ignobles sur le corps des femmes, sous couvert que c'est admis et que c'est normal et que tout le monde le fait. Donc, pour moi, la question de la distinction entre l'homme et l'artiste, c'est celle qu'on veut bien faire quand ça nous arrange. Souvent, on l'a fait parce que, en fait, on met de l'argent. Je parle bien sûr de l'industrie et des millions qu'elle met parfois sur des artistes qui sont hautement problématiques, qu'ils voient agir pendant les clips, qu'ils voient agir à plein d'endroits. Et encore, on parle aussi de toutes les personnes, et je pense par exemple à quelqu'un comme Patrick Bruel, qui a eu des plaintes, et on n'en parle jamais. Ça, par exemple, c'est séparons l'homme de l'artiste de celui que peut-être nos mères ou nos grands-mères ont aimé crier, chanter je t'aime et je ne sais quoi. Tout en omettant le fait qu'il a commis des agressions envers des personnes qui travaillaient pour lui à ce moment-là. Comment en fait séparer cet homme-là qui fait ce type d'action de l'artiste qu'on peut aimer, sachant que c'est des actes qui sont encore une fois répréhensibles. Moi, personnellement, je ne vois pas. Et je trouve que justement, on met beaucoup trop de barrières faciles, encore une fois, et ça renvoie encore une fois à cette question de la cancel culture, où ce serait, oh mon Dieu, les pauvres, on va leur gâcher leur vie. Ah, mais du coup, la victime, c'est pas le problème des gens. Ce qu'elle subit, elle, la honte, le fait qu'elle le dénie de tout le monde qui dit mais non, mais t'es folle, Patrick Bruel, de faire ça, mais ça va pas, etc., etc. Toutes ces choses-là, par contre, on n'y pense pas. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, on se préoccupe des personnes qui sont en fait dans des attitudes mais absolument monstrueuses, sous couvert de leur statut social. Et au final, c'est ça, en fait, moi, qui me frappe beaucoup, c'est comment on respecte
comme dit justement un rappeur connu, la puissance ne respecterait que la puissance. Donc, cette puissance qui nous permet de faire n'importe quoi serait respectée, en fait. Et donc, du coup, on ne pourrait pas se dire, tiens, cette personne aussi commet des actes délictueux, commet des actes passibles voilà, des actes répréhensibles. Donc, moi, la question, en tout cas, elle est clairement vite répondue. Voilà. Je pense qu'on ne doit pas séparer l'homme de l'artiste, qu'il a une responsabilité à partir du moment où il commet des actes qui sont des actes qu'on ne tolérerait pas. Et je pose la question de pourquoi on tolérerait plus de la part de quelqu'un qui, certes, est public des actes et pas à d'autres. On est tous sous le coup de la même loi, il me semble. On n'est pas dans une... Et après, ça veut dire peut-être qu'aussi, en fait, on est bien dans une démocratie, dans une justice à deux vitesses, et qu'il y en a qui ont la possibilité, le loisir d'être déviants au sens de la loi et du respect des autres que d'autres. Et moi, ça me pose vraiment question. Oui, et je pense effectivement quand Dolores pointait le fait, voilà, qu'est-ce qui se passe sur ah mais j'aime ses œuvres, tout ça, mais c'est très intéressant que ça se formule, que le champ en fait qui va cristalliser cette formulation, c'est le champ artistique, c'est le champ de la culture. On dit l'homme et l'artiste, mais en réalité cette problématique, elle se pose quand vous avez quelqu'un dont vous découvrez qu'il a commis des crimes, qu'il a des comportements absolument abominables, que ce soit parce que vous aimez ses œuvres, parce que vous l'aimez tout court, parce que c'est votre ami, quelqu'un de votre famille, que ce soit parce que, je sais pas, dans le cas de Strauss-Kahn, c'était un excellent économiste, alors qu'est-ce qu'on j'en sais rien Diver, voilà. Mais je veux dire, ça va se poser dans tous les champs. Oui, ça, il arrive à la confrontation avec le réel. Oui, c'est dur. Bon, très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment dans ce champ-là qu'on a cette formulation qui est devenue célèbre, effectivement, de l'homme et l'artiste, donc qui s'appliquerait, alors que, encore une fois, c'est valable pour plein d'autres champs. Oui, quand vous découvrez qu'un être humain fait des choses pareilles, il y a plein de questions qui se posent. Personne n'a dit que c'était simple. Pourtant, moi aussi, je trouve que la réponse, elle est assez basique. Et moi, elle ne me pose vraiment pas énormément de questionnements, même si je comprends tout ce qui peut se jouer, et les drames humains et tout ça, pour les personnes qui découvrent ça. Mais alors pourquoi c'est sur le champ artistique, là, il faut vraiment se distinguer. Et moi, ça me rappelle beaucoup dans le livre, j'ai une sous-partie qui s'appelle L'homme et l'artiste et EST, l'homme, mais parce que je crois vraiment que la figure du masculin, du l'homme, elle est consubstantielle en fait de la figure de l'artiste, du génie. Et j'en veux pour preuve que ça me frappait beaucoup quand on faisait des actions avec le collectif La Barbe, d'aller dans des lieux de pouvoir uniquement occupés par des hommes, et tous secteurs confondus, pas seulement le secteur artistique ou culturel, secteur d'ailleurs, c'est pas du tout anodin, où je découvre maintenant un paquet d'hommes qui se retrouvent agressés, où évidemment ces secteurs-là où il n'y a que des hommes au pouvoir sont les meilleurs pour préserver le silence autour de ces questions-là. Et je veux dire, tous les gens qui sont en ce moment mis en cause pour Sciences Po, je ne sais pas combien de fois je les ai croisés en action de la Barbe par ailleurs, parce que voilà, bon, le lien est évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on allait dans les champs justement économiques, des entreprises, du sport et tout ça. Mais les autres, ils n'étaient pas contents de nous voir débarquer, qu'on leur dise, bon, voilà, franchement. Mais alors, le seul champ vraiment où ils nous disaient, non, mais rien à voir, là, on ne comprend même pas ce que vous faites là. Écoutez, ce n'est pas du tout une question de genre, de sexe, on ne comprend pas, c'est une question de génie, de talent. C'était les sphères artistiques, c'était les sphères culturelles, c'était les festivals musicaux, de théâtre, de cinéma, où réellement, et les réponses étaient assez systématiquement les mêmes, ils ne voyaient même pas. C'est-à-dire qu'eux, ils n'allaient même pas reconnaître. Autant des entreprises du CAC 40 prises sur le fait d'avoir que des hommes comme ça, ils allaient dire, ou nous envoyer bouler, mais ou dire, ils voyaient très bien le problème. Ils n'essayaient pas de dire, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, vous ne comprenez pas les enjeux de cette industrie. Non, ils voyaient bien. Un champ de la culture, réellement, le nombre de directeurs de théâtre, de machins qui ont répondu, mais non, mais vous faites complètement fausse route. En art, la question ne se pose pas, ce qui veut bien dire qu'en fait, ils sont volontairement, complètement dans une cécité, en fait, par rapport au genre, par rapport à la question du masculin, par rapport à ce que ça engendre, par rapport à que tout serait permis justement par cet art-là qui ferait que non, pas du tout. S'il n'y a que des mecs qui arrivent à être sélectionnés, s'il n'y a que des hommes partout, ça n'a rien à voir avec le genre. Le talent,
et cette excuse du talent, du génie, on la retrouve en fait dans la question de l'homme et l'artiste, mais c'est pour dire qu'elle est structurellement inscrite, moi je trouve, dans la façon dont on a construit ce que serait l'art, ce que seraient après les industries culturelles. Donc on comprend assez aisément pourquoi c'est en particulier très 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 compliqué à déconstruire dans ce champ-là, parce qu'au-delà de la problématique des agressions, des crimes sexuels, des comportements sexistes, elle est par ailleurs dans la vision de leur activité complètement inscrite comme un mélange de l'artiste et l'homme, en fait, quoi, du masculin et du regard et des productions artistiques. Donc c'est très difficile, je pense, dans ce champ-là à venir déconstruire. Je vais vous poser du coup la question suivante, c'est que pensez-vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par exemple les collages, donc que pensez-vous du militantisme des nouvelles générations? On y réfléchissait, on pensait notamment à la démocratisation de nouveaux termes en sociologie, par exemple l'intersectionnalité que pas tout le monde ne connaît. C'est pas très français, mais bon voilà. Les nouvelles formes de lutte. Les nouvelles formes de militantisme, en gros, de notre nouvelle génération, les gens qui, par exemple, en ce moment, ont environ 20 ans et cherchent à militer pour le féminisme ou contre le racisme, des choses comme ça. Mais c'est juste parfait, en fait. Que dire de plus à part que vous, que vous rendez fiers vos parents, je pense. Et que vous dérangez. On le voit, par exemple, quelqu'un comme Greta Thunberg qui s'en est pris, on ne sait pas, alors qu'en fait, tout ce qu'elle dit, mais qui n'a jamais pensé ça dans sa tête en se disant, sinon, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Quoi qu'on en pense, hein, c'est pas l'histoire de... Mais le fait qu'une jeune femme de moins de 18 ans mette à l'amende en fait, des gouvernements et que tout le monde dise mais elle a tellement raison sur les réseaux sociaux, ils nous mettent tellement mal à l'aise alors que l'enjeu écologique, il est là tout de suite. Et je pense aussi à quelqu'un comme Vanessa Nakate, qui n'est pas exactement dans la même ère géographique, mais on l'oublie, il y a énormément de jeunes personnes qui se battent concrètement pour des enjeux locaux, qui sont en train de foutre en l'air leur vie et qui pensent juste à leur avenir et qu'ils ont face à elles des personnes qui sont complètement... Alors là, on est vraiment dans l'illustration de ce que c'est que le vieux et le nouveau monde, quoi. C'est-à-dire que c'est terrible, hein. Moi, j'aime pas ce genre en plus de distinction-là, mais on se retrouve face à ça. C'est des jeunes femmes qui militent grâce aux réseaux sociaux, qui font monter leur message, qui d'un coup, on arrive à se projeter dans l'Ouganda quand on n'y vit pas de Vanessa Nakate, ou de ce que ça peut être que d'être une jeune femme occidentale comme Greta Thunberg, avec a priori tout le confort, etc. Les pays scandinaves sont souvent cités comme des pays d'avancée, etc. Et c'est de là d'où ça part aussi, cette contestation et l'idée que les gouvernants du monde entier n'en font pas assez pour préserver nos ressources, la planète, et surtout pour qu'on change de mentalité enfin. Donc, je pense que ces nouvelles formes de militantisme, que ce soit, et qu'on soit d'accord ou pas avec leurs initiatrices, hein, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on n'est pas forcément toujours en adéquation avec le féminisme des unes et des autres, les personnes qui mènent leur lutte, de comment elles les mènent, de comment elles rendent ça public, des endroits où elles butent dans leurs pensées ou dans leurs actions, il faut quand même le préciser. C'est notamment le cas pour les collages féministes, hein, qui sont partis d'une personne qui est considérée pour beaucoup comme étant transphobe. Donc, ça pose quand même des vraies questions. Maintenant, moi, ce que je constate quand même, c'est que ça laisse des matrices, c'est-à-dire qu'on parle de système et de structure, et ça laisse des matrices pour d'autres personnes, parce qu'on peut lui reprocher sans doute d'être transphobe à la personne que j'ai en tête, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir voulu s'approprier pour elle toute seule cette question des collages, et on a vu que ça a essaimé. Alors après, et qu'il y a eu une vraie confrontation aussi idéologique, il s'est passé des choses en fait. On a parlé, on a pensé, on s'est affronté, et c'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il faut. On est aussi dans un monde qui est de plus en plus lisse, où on a du mal à se dire que, voilà, j'ai pas pensé une fois il y a 10 ans, et puis je pense plus 10 ans après. La pensée, elle progresse, elle se confronte à celle des autres, et ce qui est intéressant, c'est que la preuve, il y a des plus jeunes gens que la personne qui a initié, donc Marguerite Stern, qui a initié ces collages-là, dans d'autres endroits de France.
plus jeunes et qui se sont dit, bah, tiens, c'est aussi un moyen pour moi de m'exprimer. Et on ne peut pas dire, on peut en penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas eu un impact, même si après, je sais qu'à l'intérieur aussi de ces groupes qui reprennent ces formes de militantisme très directes et aussi, du coup, très confrontants. Moi, j'en ai vu des personnes enlever rageusement ces panneaux-là, ces écritures-là. Ça suscite quelque chose de profondément frontal pour les personnes, mais c'est moche, vous abîmez nos murs. Oui, mais regardez ce qu'il y a écrit. Et bah justement, ça prend aux tripes certaines personnes, et notamment les hommes, qui voient des jeunes femmes en plus se mettre en crew pour aller coller ça la nuit, ça les rend fous. C'est une réappropriation de l'espace public sur des messages qui sont souvent très clairs, très directs, qui énervent. Voilà, ça énerve les gens. Donc, moi, je pense que au contraire, peut-être soyez plus intelligent. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à être aussi plus intelligent que la génération précédente. C'est-à-dire que la lutte aussi, les gens font avec ce qu'ils peuvent, font avec les savoirs qu'ils ont, font aussi avec les avancées, ce qu'ils sont capables d'accepter ou pas. Et je pense que à chaque fois, les nouvelles formes de militantisme, celles qu'on récupère d'anciens ou d'anciennes, avec les erreurs qu'ils ont commises, avec les fausses routes intellectuelles qu'ils ont faites, avec les impasses dans lesquelles ils se sont parfois, ou parfois de ce qu'on pense être de je sais pas, la collaboration avec le pouvoir en place, en pensant que le pouvoir en place allait les aider alors qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas, etc., etc. Moi, je me considère être le produit de tout ça. J'essaie de faire à mon niveau ce que je peux faire, d'abord en étant journaliste et ensuite en essayant dans mon travail de faire ressortir cet état du monde et de la société qui avance malgré tout, heureusement. Et je pense que voilà, les jeunes générations qui utilisent les moyens qu'elles ont, donc notamment les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, et les collages et d'autres choses, voilà, ça n'empêche, ça ne veut pas dire que ces nouvelles générations sont à l'abri de ne pas être inclusives. Je sais que dans les personnes qui collent, il y a encore des personnes qui se réapproprient des slogans de personnes noires, notamment, sans aucune, tout en amoindrissant finalement leur message, sans aucune passe féministe pour dire bah, vous êtes les plus invisibilisés, en tout cas entre autres. On essaye de rappeler qui vous êtes et pourquoi vous collez, etc. Donc je pense aussi que les jeunes générations, j'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux que nous, mais quand même, doivent aussi regarder les erreurs qui sont commises encore actuellement par les féministes en place et essayer de faire mieux. C'est pas facile, mais il faut toujours essayer parce qu'en fait, ça permet, voilà, moi, je suis arrivée dans un monde qui était moins dur que celui de ma mère, tout bêtement, parce qu'elle a lutté à sa manière, parce que ma grand-mère aussi, et que des militantes féministes se sont parfois sacrifiées, ne sont pas inscrites dans l'histoire, mais voilà, font le collectif, font pour le collectif. Voilà, et je pense que ça, c'est hyper important. Donc, c'est réjouissant. Il n'empêche que vous êtes soumises et soumis aux mêmes enjeux que les générations passées ou actuelles. Et que j'espère que vous allez réussir aussi à inspirer d'autres personnes ou faire juste, voilà, faire en sorte en tout cas, qu'en tous les cas, ça ne s'arrête pas parce qu'on voit bien, le combat, il est important sur toutes les questions. On ne peut pas ne pas, si on n'est pas en colère ou énervé vu ce qui se passe en ce moment, bah, tant mieux parce que ça apaise et qu'on a moins de... Voilà. Mais voilà, rester éveillé parce que clairement, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais. Mais alors moi je sais pas, je connais pas, enfin voilà, j'ai pas prétention de connaître quelles sont la génération, les jeunes générations dans leur ensemble, comment savoir tout ça. Donc je peux que parler vraiment de trucs factuels que je constate et qui sont notamment, moi je suis très frappée par le nombre d'hommes ou femmes politiques ou de lettres que je reçois qui disaient, Dolores disait, bah, leurs parents doivent être fiers d'eux, en tout cas ça les fait bouger parce que le nombre de gens qui me disent ah, mais ma fille m'a dit qu'elle vous trouvait génial. Oh, mais ma fille, et que ça fait en fait bouger les lignes complètement de la génération, justement, des 40-50 ans qui sont parents. Et ça, vraiment, c'est factuel. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de messages là-dessus en disant ah, ça pose une question de voir à quel point pour eux ça paraît l'évidence. Voilà. Mais après, attention, hein, c'est d'un certain milieu, c'est d'un certain, j'en sais rien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Mais en apport aussi un peu
probants qu'on a. On a effectivement vraiment à juger des espèces d'instantané, par exemple, si je prends, il y en a un peu moins en ce moment, mais il y a encore des mobilisations. Et en instantané de mobilisation, sans être au top de la physionomie, c'est jeune. C'est plus jeune que c'était très net, enfin, très clairement, hein, c'est plus jeune que c'était il y a 10 ans. Et quand je dis jeune, c'est jeune, très jeune. C'est-à-dire que même j'étais frappée, j'entendais la chanteuse Pomme récemment qui a la vingtaine, quoi, et qui disait « Oh, j'aimerais tellement être de la jeune génération ». Donc, enfin, on parle même pas je parlerais même de gens qui ont 15 ans, voire un peu moins, enfin, qui sont entre 12 et 18, et qui, là, évidemment, sont encore dans d'autres réceptions des messages, mais ce qui est assez logique. Je veux dire, on ne se battrait pas pour ça sur les représentations culturelles sans penser que ça a un impact. Donc là encore, pour rester dans des choses probantes, il paraît assez évident que on a commencé la conversation par ça, vu le changement majeur, au moins en termes quantitatifs, de représentation des femmes, des minorités, mais pas seulement dans les médias, aussi dans les représentations culturelles, je pense évidemment aux séries notamment, ça n'a rien à voir. Hein, je veux dire, en termes de personnages, en termes d'accès justement, bah oui, et donc on sait que ça a un impact massif, ces représentations culturelles-là. Donc, les personnes nées selon leur année de naissance ne sont pas soumises, ne sont pas aux mêmes images, aux mêmes représentations. Donc, bien sûr que ça les impacte. Et je pense que après, je ne sais pas dans quelle mesure, moi j'en entends beaucoup parler de cette question-là en ce moment. Est-ce que c'est aussi une manière parce que c'est quand même dur, hein, on dit qu'il y a ce qui bouge, mais c'est quand même très dur, je trouve, le climat actuel et la résistance, tout ça. Donc il y a toujours aussi, je pense, une espèce d'espoir de dire ah mais voilà, elles vont tout faire elles vont tout exploser, ça va, voilà, vous allez voir quand. Bon, et bon, j'espère, mais c'est vrai que bon, on ne sait pas non plus, je ne sais pas de devin sur je sais pas comment, je sais pas non plus comment prendre une cohorte générationnelle de manière aussi large. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il y a dans les réflexions, en tout cas, et moi je le vois aussi, je le vois beaucoup au point de vue, là aussi, pour rester factuel, dans l'enseignement. C'est-à-dire que j'ai pas les mêmes réactions des étudiants et des étudiantes. Moi, elles ont en gros entre 20 et 22 ans. Que c'était le cas en 2010, 2011, 2012 et encore jusqu'à récemment. Ça a bougé très clairement. Les questions que j'ai en cours, alors que moi, mes cours restent varient en fonction de l'actualité, mais je veux dire, la structure et le message restent assez similaires. Ça ne réagit pas du tout pareil qu'il y a 10 ans, et notamment le niveau d'information en fait, sur ces questions-là, surtout, a énormément changé. C'est pour ça que je dis ils en entendent plus parler de ces problématiques-là, et le niveau d'info est vraiment pas le même. Je n'ai pas besoin d'expliquer, il y a un paquet de concepts que j'ai plus besoin d'expliquer, il y a un paquet de... Donc oui, bien sûr qu'il y a un changement très notable. On va pouvoir enchaîner donc avec les autres questions. Alors, juste l'heure tourne et est-ce que, voilà, juste si c'est possible de faire des réponses peut-être un peu plus courtes ou un peu plus concises, non pas que c'était pas du tout intéressant, mais voilà, on a malheureusement un emploi du temps à gérer. On va pouvoir du coup rapidement enchaîner. La libération de la parole dont vous parliez. Voilà, vous disiez que les structures de pouvoir, les gens qui possèdent le pouvoir dans cet écosystème restent les mêmes. Et donc, du coup, ça pose la question de la place des femmes dans l'espace public et notamment dans l'espace médiatique, la façon dont voilà, les femmes peuvent s'insérer dans cet écosystème. Donc, voilà, on va pouvoir enchaîner avec les questions et toujours dans cette entre guillemets stratégie d'optimisation du temps. Si vous pouvez peut-être être une seule à répondre à chaque question, voilà, à tour de rôle. Donc voilà, je laisse les journalistes jeunes enchaîner. Alors du coup, moi j'avais une question par rapport au collectif Nous Toutes, qui a fait l'objet de critiques et d'interrogations quant à leur manière de compter les féminicides. Il semblerait que Nous Toutes ne prennent pas en compte les féminicides perpétrés en France hors métropolitaine et par les compagnons ou ex-compagnons. Que pensez-vous de cette manière de compter les féminicides du coup ? Non, non, parce que je me demandais si Alice. Je dirais simplement que de toute façon, il y a un problème global sur le compte des féminicides. C'est pas malheureusement pas lié
à l'association Nous Toutes, il y a un souci. Déjà, il y a un compte Facebook justement qui recense les féminicides et qui se débrouille en regardant à la fois la presse et ce qui remonte comme elles peuvent. Donc, c'est, moi, je n'avais pas vraiment connaissance concrètement de ce reproche-là qui est fait à Nous Toutes. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un souci global sur cette question justement du comptage, qui est quand même une activité un peu mortifère pour le coup de ces féministes-là. Et que je me rappelle d'un article très puissant de Tissu Lecoq sur cette question justement de ce que c'est que justement de se colter à cette question du compte des féminicides, et que c'est un problème général, et que je pense que il faudrait s'interroger sur la puissance publique plus largement, ce qu'elle fait et comment elle met en place malheureusement autre chose que, par exemple, des outils donc déjà de comptage un peu fiables, mais surtout aussi des politiques qui permettent à la fois de centrer sur la prévention, sur ce qui mène à ça. Hein. On a eu des exemples récents terrifiants de personnes qui ont porté plainte des vingtaines de fois et qui n'ont pas échappé à leur agresseur, qui était leur conjoint, le père de leurs enfants, etc. Donc, je pense que les associations et les personnes qui font ce travail, qui est un travail, voilà, où elles se débrouillent avec ce qu'elles peuvent, je pense qu'il faudrait d'abord aussi mettre l'État face à ses responsabilités quant en fait à cette problématique des féminicides, avant qu'il n'arrive, et qu'on ne vienne pas dire que c'est un problème de justice uniquement, et que quand c'est la justice, qu'est-ce que fait le législateur, qu'est-ce que fait le ministre de tutelle pour pallier et éviter que justement on en soit encore à se dire, eh bien voilà, nous sommes en février et à tel moment de l'année, nous avons déjà telle victime de ce type de violence. C'est juste insupportable. Voilà. On a dit une seule personne, hein, alors moi je ne dis rien. Je suis d'accord en plus. Je vous laisse enchaîner. Oui, pardon, c'est moi qui ai bugué. Du coup, c'était une question un peu plus précise. Une de vous deux aura peut-être un conseil. Comment réagir face aux personnes qui discréditent les propos des femmes, par exemple en les traitant d'hystériques ou d'extrémistes? J'ai vu par exemple une interview où Alice Coffin vous faites taxer d'ultra directement, enfin ce genre de commentaires qui décrédibilisent tout un discours que vous tenez. Bon, les stratégies sont super diverses en fait, hein, on les observe alors, soit sur les réseaux sociaux, soit en plateau, soit autre. Il y a la stratégie du renversement de la charge en fait, et de reprendre directement, de pointer ce à quoi vous faites référence. Effectivement, c'est un échange avec Bruno Jeudi sur le plateau de BFM TV. On me dit vous êtes en votre discours ultra, et c'est de dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous me dites ça? Vous vous rendez compte tant que vous continuerez, vous faites partie du problème. Quand vous continuez à faire ça, vous avez l'impression qu'on peut être dans une discussion, vous me balancez une critique, vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon, ok. Sauf qu'on n'est pas dans une discussion de n'importe quelle nature. On est dans une discussion où tenir ce que vous tenez comme propos, ce discrédit-là que vous jetez, sachez-le, et il faut les forcer un peu là-dessus, vous êtes complice. Vous êtes complice de tout ce qui se passe sur les violences quotidiennes contre les femmes. On vient de parler des féminicides. Là, vous êtes complice. Et en général, ça crispe un peu parce que, bah non, j'ai quand même le droit de m'exprimer, de manière générale. Bah non, ouais, vous pouvez vous exprimer, mais juste ayez bien conscience que dans ces cas-là, vous faites partie de ce continuum dans la société qui mène énormément à énormément de niveaux, dont font partie la discréditation, le discrédit systématique jeté sur la parole des femmes et en particulier des féministes. Donc les ramener à leur responsabilité. Et je crois que c'est beaucoup de choses, ça c'est
théoricienne, activiste lesbienne américaine qui s'appelle Sarah Schulman, qui parle toujours de la notion d'accountability, de renvoyer les gens à leurs responsabilités. Et que quand on renverra les gens, suffisamment les hommes de pouvoir, à leurs responsabilités, et voilà, aux accusateurs des féministes, aux discrédits en disant vous êtes responsables, ça fait beaucoup bouger les choses. Mais après, comme stratégie, bon, il y a aussi la manière, il est tout à fait possible, moi j'ignore par exemple beaucoup sur les réseaux sociaux, très largement aussi certaines attaques, parce que sinon j'y passerai un certain temps. Et donc, c'est de choisir son moment aussi, c'est de choisir l'opportunité stratégique de répondre ou pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Sur un plateau télé, en général, ça vaut vraiment le coup de ne pas laisser dire et de le replacer. Ça dépend qui vous parle, justement, à quel statut à cette personne-là, si ça vaut le coup de faire une petite prise de judo pour renverser. Donc, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de réponse généralisée, mais j'espère avoir donné quelques outils. Oui, très bien. Du coup, c'est moi qui vais poser la prochaine question. Et je vais d'abord un peu recontextualiser pour que ce soit plus clair. Donc récemment, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher a déclaré être fière d'être une femme quota, ce qui a suscité de vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux, de la part d'individus ne comprenant pas de quoi elle pouvait être fière, étant donné que d'après eux, elle avait été choisie parce qu'elle était une femme, au détriment de quelqu'un, sous-entendu un homme, ayant de réelles compétences, entre guillemets. Que pensez-vous des mesures de discrimination positives telles que les quotas pour parvenir à la parité en politique et dans d'autres domaines de la société? Et que répondriez-vous à ceux qui estiment que les femmes ne devraient pas en être fières ni le revendiquer? Et la question s'adresse à n'importe laquelle de vous deux, j'ai envie de dire. Disons que moi, concernant la LREM, je fais toujours attention à l'effet de communication. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va percevoir ce qu'elle dit comme de la discrimination positive, ou en tout cas on va dire, de réduire la question de l'inégalité, parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui est dit. C'est qu'on constate et on stipule que la parité, c'est encore un travail, que si on ne met pas en place des instruments, des outils, eh bien, les hommes se retrouvent entre eux, notamment dans des positions de pouvoir. La seule chose, c'est que quand c'est revendiqué par quelqu'un du gouvernement, d'un gouvernement qui notamment avait fait de la cause des femmes, du féminisme, la cause numéro 1, et qu'on voit ce que c'est devenu, je me méfie toujours de pourquoi d'un coup on fait cette espèce d'appel-là. Et ensuite, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que sur le terrain? C'est-à-dire que se revendiquer d'être une femme quota, ça sert aussi une certaine communication. Une certaine communication de cette femme qui fait partie d'un gouvernement qui n'a pas non plus forcément complètement rempli, à mon avis, les objectifs, et qui n'a en tout cas pas été assez audible sur ce que ce gouvernement voulait vraiment faire et dire pour que les femmes en fait soient plus incluses et moins à se battre pour exister. Et je dirais que, alors c'est Agnès Pannier-Runacher qui, elle, intervient beaucoup sur la question justement des PGE en cette période de Covid, etc. Donc évidemment, je ne peux pas dire autre chose d'elle, mais en termes de gouvernement, moi, je me pose la question de savoir justement qui est-ce qui, quand elle dit ça, donc ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui accepte cette idée que, voilà, on peut revendiquer, peut-être que vous l'avez vu, mais je n'ai pas vu quelqu'un la reprendre ou dire c'est faux et ce n'est pas la politique française. Mais alors du coup, quid de toutes les femmes qui passent dans les médias, qui ont été retoquées, je pense notamment, par exemple, au CNN, où en fait Rokhaya Diallo devait être nommée, et qu'on lui a fait comprendre que ce n'était pas sa place et qu'on ne lui conférerait pas, et que tout le monde a démissionné justement pour dire son désaccord. Donc, ce gouvernement a des manières parfois assez calculatrices, je trouve, moi, de s'exprimer sur des sujets qui sont autrement importants, parce qu'ils engagent des vies, des parcours professionnels, etc. Et je trouve aussi un peu, comment dire, malheureux qu'on en soit juste à cette question justement du quota,
je pense qu'on ne parle pas assez d'autres sujets qui sont notamment qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme et qu'on débute une carrière pour éviter que le gap salarial, parce qu'on ne nous apprend pas à négocier notre salaire, on ne nous apprend pas à comment on s'insère dans une entreprise, on ne nous apprend pas à s'appuyer sur les RH, et ça c'est général, etc., etc. Et comment on fait justement pour réduire, il s'agit effectivement une fois d'être dans l'entreprise, très bien, mais une fois qu'on est là-bas, qu'est-ce qu'on fait carrière soit similaire à celle d'un homme. Voilà. Et ça, le fait que ça n'ait pas enclenché une discussion là-dessus, ou qu'on n'ait pas eu plus justement de débats là-dessus, mais qu'on préfère par exemple notamment tacler des féministes dans les médias et que personne du gouvernement n'est venu dire je trouve ça inadmissible, c'est important. Elles étaient seules dans un plateau, deux personnes qui sont entre elles et qui ont l'habitude de parler entre elles et qui ont l'habitude de leurs effets de manche discursives, etc. etc. Moi, je suis un peu circonspecte que malheureusement, et notamment pour vous qui êtes à l'aube d'entrée ou qui avez déjà commencé une vie professionnelle active et qui êtes notamment des femmes, on ne vous est pas donné aussi, on va dire que là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, notamment en plus dans cette période, elle est très, 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 très compliquée. Il y a énormément de choses qui viennent avec cette question des quotas. Pas simplement la place qu'on peut occuper, mais quelle place, comment, avec quel argent. Et ça, on n'en parle pas. Et ça, moi, ça me pose un problème. Alors, pour continuer, on avait une question qui s'adresse plus à Dolores, du coup, qui est par rapport au milieu de journalisme et des médias toujours. Votre consoeur militante et journaliste féministe Lauriane Bastide, qui a souligné dans son essai Présente que les femmes étaient sous-représentées dans les médias et souvent concentrées dans les pages culture notamment. Alors, vous qui êtes et qui avez été journaliste culturelle, avez-vous également ce sentiment? Et si oui, de quoi résulte-t-il selon vous? Alors, moi, je suis dans les pages culture, mais j'en suis très contente, dans le sens où, en fait, je pense que comme plein d'autres domaines qui sont, on va dire, des domaines où, en fait, on a l'impression qu'on sait de quoi on parle et de ce qu'on va voir, justement, il y a plein de choses à faire, en fait. Et ce qui se passe en ce moment le prouve. Au-delà de la promotion des artistes et tout ça, là, il y a plein de choses qui se racontent et qui se passent. Et il faut pouvoir les raconter et dire, elles se passent. Et là, après, c'est une autre question. Qui nous autorise, qui s'autorise, qui permet en fait qu'elles se passent. Sur la question de la place des femmes, moi, je dirais, je vais ajouter quelque chose parce que c'est quelque chose que j'ai énormément observé. Oui, il y a un problème général sur les femmes, mais il y a un problème en particulier sur les femmes, notamment noires, sur les femmes journalistes, notamment arabes, sur les femmes journalistes asiatiques, perçues comme telles. Voilà, il y a un vrai souci qui malheureusement n'est pas comblé ni par le fait qu'on soit quelques-unes à continuer de travailler et à pouvoir en fait se dire qu'on essaye de faire en sorte de travailler. Il y a énormément d'enjeux de violence dont en fait on a du mal à parler parce qu'en fait parfois c'est presque même troublant de se dire qu'on en est encore là en 2020-2021 et que par exemple quelqu'un comme Rokhaya Diallo qui est quand même très présente sur les plateaux de grande écoute, etc. Et après des années d'exercice, c'est une preuve vivante de ce que c'est que, en fait, de devoir chaque jour remettre le travail sur le métier. C'est quand même juste une évidence que maintenant, ce qu'elle dit, il y a 10 ans, les gens étaient là, hein, quoi, et maintenant, tout le monde est là. Évidemment, sauf que même là encore maintenant, elle se prend des taquets hallucinants, des vagues de harcèlement, que là, il n'y a pas si longtemps, Sud Radio, il y a une auditrice qui s'est permise de dire que si ce n'était pas la France, elle serait au Sénégal avec 5 gosses, enfin, des trucs absolument, absolument pas respectueux pour sa personne et pour son travail. Quelqu'un qui écrit dans les pages d'opinion du Washington Post, etc. Donc voilà. Donc, je dirais que cette présence médiatique, et notamment des femmes noires ou qui sont, je sais pas, non-binaires, c'est une présence qui reste effectivement compliquée. Et je dirais que plus on s'éloigne de la norme de ce que voudrait être une femme, de ce qu'on pense être une femme, voilà, plus on s'éloigne de la norme et plus c'est compliqué d'exister effectivement
dans ce domaine. Et le problème, c'est que du coup, ça charrie beaucoup de l'héroïsme, c'est super, vous êtes des queens. Non, en fait, on veut juste travailler. On est autant capable, on veut juste travailler. On n'a pas besoin en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de compliments et de je ne sais quelle civilité. J'ai envie de travailler, d'être traitée comme tout le monde et d'avoir les mêmes chances et aussi parfois les mêmes passe-droits que certaines personnes s'octroient. Et je pense, pour ne pas être juste dans cette espèce de tableau un peu sombre, que ce qui est très important, et moi je le vois avec mes consoeurs, etc., c'est que en fait, on pense aussi à la génération qui arrive. Voilà, comme moi, on a pu penser à moi quand je suis arrivée. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir été inspirée par des journalistes dont le travail m'a marqué, Alice et bien d'autres, Hortensia Saga, des personnes qui ont entrepris, qui ont été pionnières dans leur domaine sur plein de sujets, etc., et à qui on ne dit jamais combien elles sont importantes. Mais moi, j'espère, à mon niveau, incarner quelque chose qui va permettre aussi à d'autres personnes de se dire, OK, c'est possible. Et même, je leur souhaite de faire beaucoup mieux, parce que comme ça voudra dire qu'on aura avancé. Voilà. On va pouvoir enchaîner du coup avec la troisième et dernière partie, après une deuxième partie faite en un temps record. Du coup, voilà, vous en parliez, voilà, cette libération de la parole, enfin, ces questions qui s'insèrent dans l'espace public et médiatique, même si voilà, il y a des difficultés, elles ont aussi pour but d'aboutir à du concret, à des conséquences politiques, à des conséquences culturelles. Et puis, on a vu que c'était le cas, hein. Par exemple, le mot féminicide qui rentre dans le dictionnaire, enfin, qui est enfin reconnu officiellement. Alors, c'est pas grand-chose, mais à la fois, c'est beaucoup. On a pas mal de démarches. On a par exemple la figure controversée de Marlène Schiappa, qui a un secrétaire, enfin, qui par le passé a eu un secrétariat dédié à ce genre de questions. Euh, du coup, on va se focaliser sur cette dernière partie, sur les conséquences politiques de cet engagement féministe, etc. Voilà. Donc, je vais poser la première question. Donc, plutôt, on parlait des quotas et des discriminations positives. Et donc, je vais vous demander ce que vous pensez de la nouvelle plateforme du défenseur des droits pour lutter contre les discriminations, donc, qui peuvent autant être raciales que par rapport au sexe. Et donc, est-ce que pour vous, cela représente une avancée? On vous parlait de la nouvelle plateforme, c'est pas de la nouvelle défenseur. De manière générale, le fait d'avoir initié tel que porté avant par Toubon, tel que, c'est ça? Il y a une nouvelle plateforme qui vient de sortir, c'est Ah, Anti-discrimination. oui, d'accord. Mais non, mais je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Ouais, je suis pas allée. Donc, je vais pas pouvoir répondre très précisément là-dessus, à part dire que de manière très concrète, hein, de toute façon, moi, ce qui est venu du défenseur des droits était très important. En fait, il y a eu des soutiens assez concrets. Enfin, moi, je pense notamment à des cas qu'on recevait à l'association des journalistes LGBT, de journalistes migrants, en fait, qui venaient, où on a pu activer, enfin, c'est grâce à ça, en fait, qu'on a pu activer des demandes d'asile, qui ont fait ça a été un contre-discours massif, en fait, hein, un discours politique quand même, et sur plein de sujets, hein, sur celui de la PMA aussi, où vraiment on était dans un marasme et tout ça. Je suis désolée, je ne peux pas répondre plus précisément que ça sur la plateforme. Peut-être, je ne sais pas si Dolores, tu as plus regardé. Non, mais c'était très bien quand même pour avoir votre avis sur le défenseur des droits. Oui, après, et d'ailleurs, non, mais encore récemment, moi, là, la nouvelle, elle a quand même allé sur la question des contrôles policiers, en parlant de justement, et pourtant, elle n'a pas non plus dit, voilà, en disant, peut-être on pourrait songer que c'est complètement, non seulement discriminatoire, d'une violence incroyable et inutile, et j'entendais les réactions en plateau, mais ce qui est très intéressant, c'est que, tiens, ça vient d'elle, ça vient de cette position-là, alors que quand même, cette question-là est portée depuis très longtemps par les militantes contre les violences policières, militantes antiracistes et tout ça, et que là, on a une voix hors champ politique, alors qu'elle peut venir, hein, il y a d'autres politiques qui ont défendu aussi, hein, cette question-là de dire ça suffit, et je veux dire, il faut se calmer, hein, il y a des pays où il n'y a pas de contrôle d'identité dans la rue comme ça, hein, où ça se passe, c'est pas du tout, c'est, le remettre en cause n'a rien de, ça paraît
absolument même évident, au moins de poser la question, et puis après on parle. Après, enfin voilà, et le vent debout, le mur, elle a dû plus ou moins s'expliquer, se justifier, mais on le voit dans le champ politique français tel qu'il est constitué, avoir une personne qui occupe cette position-là est particulièrement intéressante, mais notamment pour aborder, on est toujours quand même sur les mêmes questions, hein, sur des questions, les questions minoritaires qui sont... mais on ne peut pas discuter en fait dans un champ réel, et ça a le mérite de les apporter sur la place publique, y compris dans les réactions. Parce que moi, je crois toujours beaucoup, ça c'est le truc de l'activisme, de dire que tout aussi important qu'une action, c'est les réactions qu'elle rend visibles. C'est pour savoir où on en est dans le débat public. Oui, alors moi je voulais rebondir sur l'actualité récente des dénonciations, enfin plutôt de la prise de parole des victimes de viol au sein des IEP et donc du coup du hashtag SciencePort. Est-ce que vous pensez qu'on peut qualifier ce mouvement d'une libération de la parole, et est-ce que vous pensez que ça va amener peut-être un changement au niveau de cette impunité qui peut découler autant dans le milieu politique et dans l'espace public en général des hommes puissants? Alice, peut-être, moi je pense que chaque prise de parole qui fait sauter les digues, c'est important. Voilà. Je veux dire, là, on se retrouve face à un directeur d'une des institutions les plus puissantes de France qui doit partir sous la pression. Il ne faut pas oublier qu'Elisabeth Guigou a dû partir de la tête du conseil qu'elle devait présider sur la question justement des violences faites aux enfants, sous la pression. Ce n'est pas parce que d'un coup, elle s'est dit « Oh mon Dieu », par rapport à... Donc, on se rend compte que ces prises de parole-là, on peut juger, qui sont jugées, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils dénoncent le tribunal médiatique. Ce tribunal médiatique, il remet aussi, comme aiment bien dire certaines personnes sur CNews, l'église au centre du village. Voilà. C'est-à-dire que leur responsabilité, eh bien, si eux, ils ne sont pas capables de les prendre, il y a des personnes maintenant qui se frayent un chemin dans la visibilité pour se faire entendre, le prennent, et sachant, je pense que c'est en plus c'est ça. Hein. On sait qu'il y a on est en train, dans ce mouvement de fond-là, voilà, qui vient d'Harvey Weinstein, mais avant de DSK, de l'affaire Tristan Banon. On parle puis avant ça, des écrits de Virginie Despentes, etc. On parle de plein de choses qui sont en train de façonner durablement, en fait, des nouvelles mœurs. Pour l'instant, on est juste encore dans le discursif, avec suivi d'actes, hein, mais on est encore dans le discours. Voilà. Le discours, ce sont des choses que les jeunes générations n'acceptent plus, ce sont des choses qu'on ne doit plus accepter, ce sont des choses sur lesquelles vous avez, comme le disait tout à l'heure Alice, estimé que c'était la liberté. Non, ce sont des affaires publiques, ce sont de vrais sujets, ce n'est pas du sociétal comme ça, c'est politique. Ça interroge les structures de notre société, et on se rend compte que si ça se passe partout, parce qu'évidemment, tout le monde dit « Ouais, bon, c'est bon, un MeToo chaque semaine ». Et parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est bien parce que c'est structurel. C'est bien parce que c'est partout, tout le temps, depuis. Et que là, seulement maintenant, voilà, tout est dynamité. Une institution par une institution. Voilà, ça a été l'armée. Il faut se rappeler du livre de la journaliste Leila Mignano aussi, du Monde. C'est partout. Voilà. Donc, Sciences Po, et puis demain, ce sera aussi les écoles de commerce, les écoles de médecine, on en reparlera. Tous les endroits où il y a du pouvoir, il y a de la hiérarchie, où il y a moyen de faire pression sur des personnes plus en apparence fragiles, etc., eh bien, ces zones-là sont en train de partir. Et le mouvement MeToo est un mouvement inéluctable, une vraie lame de fond qui avance et qui continue d'avancer dans notre société. Et si cette parole se libère, c'est qu'elle avait besoin aussi d'être libérée. Enfin, je veux dire, on est attentif parce que d'un coup, on écoute. Et aussi, on se dit, mais à quel endroit, moi, quand ma pote, elle me parlait de ça, moi, je l'ai écouté. Ou à quel endroit, quand ma petite sœur, elle me disait que, ou quand tu as regardé 13 Reasons Why en se disant, moi, j'ai envie de me foutre en l'air comme ça. Alors que toi, tu te disais, mais attends, sa vie, elle est cool, elle est jeune, elle n'a pas d'embrouille, etc. À quel moment, en fait, tout ça n'est pas juste le moment où, oui, et après, comme disait Alice tout à l'heure, c'est très chiant. Hein.
Moi, franchement, on a tous envie d'être heureux, on a tous envie de ne pas se prendre la tête avec... Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que la société, elle implose pas parce que les gens sont dans le séparatisme et je sais pas quoi. Le vrai séparatisme, c'est ça, en fait. C'est exactement ce dont on est en train de parler et qui est en train d'être dynamité par des personnes qui disent ça suffit. Je veux pouvoir aller en cours, je veux pouvoir me balader dans la rue, même à 4 heures du matin en mini-jupe, sans que le fait que je sois une femme ou qu'on me perçoive comme telle me donne le droit à qui que ce soit de venir me parler alors que j'en ai pas envie, m'agresser, voire me laisser pour morte. Voilà, c'est ça la réalité, c'est juste ça. Qui que ce soit hein, perçu comme... Voilà. C'est ça le truc, c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, ce mouvement de fond-là, bah, il ne s'arrête pas. Voilà, donc moi, j'en suis très contente. J'ajoute pour Sciences Po, c'est vrai, c'est-à-dire, c'est comme tu dis, c'est qu'il là, il y a une attention. Mais je veux dire, quand on le dit, elles ont parlé, d'ailleurs, les premiers articles, quand on voit, par exemple, là, sur cette vague-là, hein, il y avait un article dans Libération sur l'IEP de Bordeaux, sur Sciences Po Bordeaux. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent la direction n'a pas écouté. Donc, c'est pas qu'elles n'ont pas parlé, hein, je veux dire, elles ont parlé, mais la direction n'a pas écouté. Et moi, je le vois, je suis en contact avec d'autres étudiants, d'autres structures et tout ça, où, là, justement, c'est quand même le degré de responsabilité, justement, qu'ont ces personnes-là, qui, contrairement à ce qu'on dit, ils racontent tout comme ça, font pas, ça y va, le tribunal médiatique, mais pas du tout. Le degré, justement, de responsabilité, de faire les choses, d'aller voir les directions, d'essayer d'activer des leviers, et puis quand ça ne fonctionne pas, je le vois vraiment dans d'autres choses, où justement, même les victimes elles-mêmes disent non, mais attention, elles sont vraiment responsables pour 1000 dans ces histoires-là. Et ensuite, là, c'est l'embrayement de dire bon, bah, la presse, notamment, s'en préoccupe et met des moyens aussi. Mais ça va aussi, mais parce que la société est aussi dans un état général où ça marche. C'est-à-dire que bon, la presse fonctionne aussi hein, sur des impératifs d'audience en tout cas des impératifs choisis d'audience et de financement. Les articles, ils marchent fort sur ce sujet-là quand on regarde sur le site du Monde ou autre. Et voilà. Et j'ajoute qu'il y a encore, c'est pour ça, ne soyons pas naïfs ça n'arrive pas comme ça. C'est-à-dire ce que disait Dolores tout à l'heure sur les enjeux de pouvoir, sur Sciences Po au départ, quand on remonte le fil là d'où ça explose de Duhamel. C'est une femme qui s'appelle Camille Kouchner, comme ce que je disais tout à l'heure sur Adèle Haenel. Donc là, qui est dans une position connue de pouvoir, de son nom. Encore une fois, ça n'enlève rien à son courage, ça n'enlève rien à tout ça. C'est juste que structurellement, on le voit. Les déclics, ils ne viennent pas non plus seulement, quel que soit le courage des militantes, quelle que soit leur force de mobilisation des personnes qui témoignent, ça vient aussi de qui, dans ces sphères plus de pouvoir, ont cet impact-là. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que ça marchera pour Darmanin quand on va avoir quelqu'un autour de la table du Conseil des ministres qui va enfin, qu'on ait un ministre secrétaire d'État qui se décide enfin à parler. Là, on verra. C'est ça. Et pour rebondir rapidement, je me faisais aussi la réflexion, puisque Camille Kouchner, on se targue, en tout cas, on la présente maintenant comme la personne qui, justement, a permis, en fait, de faire évoluer la loi. Il faut se rappeler que Camille Kouchner s'inscrit aussi dans ce qui s'est passé avec la sortie du livre de Vanessa Springora, le consentement, et on n'est pas face exactement à la même personne. On est face à une jeune femme avec quelqu'un comme Gabriel Matzneff. Je pense qu'Alice, tu es mieux placée que n'importe qui pour en parler et pour dire à quel point, là, on est dans la question de l'omerta, du comment on bute contre le pouvoir. Et il faut bien rappeler que ce même Gabriel Matzneff a continué d'avoir été soutenu jusqu'à là récemment, c'est-à-dire qu'il sort un livre voilà, en toute confidentialité, etc. Donc évidemment, la cancel culture et le tribunal médiatique, vous l'avez tous vu, vous le constatez tous, face à ce monsieur à plein. Voilà, il ne peut plus vivre, il ne peut plus s'en sortir. Et il cite des personnes qui l'ont aidé, qui le soutiennent, qui sont célèbres. On n'est pas venu leur demander des comptes et je ne pense pas que ces personnes se fassent harceler comme des féministes quand elles disent juste, je crois qu'il y a un petit problème quand même. Voilà. Donc, on se rend bien compte que c'est toujours les mêmes fonctionnements, que c'est toujours les mêmes choses qui sont à l'œuvre et qu'effectivement, on espère que peut-être le prochain livre où on n'attendra plus que ce soit une espèce de famille française comme ça, parce que ça participe aussi du choc, de se dire, et c'est ce que d'ailleurs disait Elisabeth Guigou, comment j'aurais pu me douter cette famille qui avait l'air si heureuse, alors que c'est le principe même. Et je repense aussi à une histoire d'une jeune femme là récemment qui est en train d'attaquer justement la justice parce qu'elle a été violée, elle est toute jeune. Il y a eu des signalements, c'était par rapport à ce que tu disais Alice sur le fait qu'on n'entend pas les gens et qu'on ne les écoutait pas, etc. Tout le monde a signalé, l'école, tout le monde. La justice
pendant le procès, a dit il faut qu'on se remette aussi en question sur ce qui s'est passé. Et elle, si elle attaque maintenant, c'est parce que ça lui a foutu sa vie en l'air. Alors que tout avait été mis en place pour pour qu'en fait, on se rende compte que cette jeune femme était agressée par un ami de la famille pendant 2 ans, de 6 à 8 ans. Donc, un âge en plus. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, on est quand même dans un moment où, plutôt que de s'émouvoir de ce tribunal médiatique soi-disant qui se mettra en place, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi il est si puissant, ce tribunal médiatique, au contraire du tribunal qui devrait se mettre en place légitimement, c'est-à-dire quand on va porter plainte, qu'on ne soit pas refusé par les policiers, qui nous disent « mais moi je ne suis pas formée, donc je ne peux pas comprendre vos histoires de vous être fait violer », alors que toutes ces choses-là, en fait, il faut juste se dire pourquoi en France, encore en 2020-2021, on en a encore à devoir se battre ou à devoir faire des articles ou à faire des actions coup de poing pour expliquer que ce n'est pas normal, que ce n'est plus normal. Et que donc, les gens, ils se mettent ensemble pour le dire plus fort, plus haut, parce qu'il faut que ça s'arrête. C'est tout. Alors, on va passer, on va accueillir encore une ou deux questions. Alors, juste, on était censé terminer à 18h, on va déborder de 5-10 minutes. Désolée, moi, je peux vraiment pas rester beaucoup plus tard que 18 ans. Alors, désolé. On enchaîne les questions très rapidement. On s'excuse pour ce petit retard, les contrariétés techniques. Vraiment partir, j'ai une réunion. Pas de problème. On laisse les dernières questions. Et puis, en tout cas, merci. Si vous devez partir en cours de route, merci Alice pour votre participation. J'espère que ça vous aura plu. Oui, merci beaucoup. Du coup, mais de toute façon, déjà, vous êtes resté jusqu'à 18h alors que de base, c'était pas sûr. Donc, merci. Je remercie en cours de route. Mais on espère que vous avez passé un bon moment. On était très contents de vous recevoir, en tout cas. Et moi, j'ai pas participé aux compliments au début, tout ça. Mais moi aussi, j'adore ce qui se passe. Pour moi, c'est Disneyland du féminisme, là. Donc, merci de votre intervention. Ouais, non, ouais, du coup, oui, j'avais même pas vu les 18h en fait, ouais, donc je vais devoir partir, effectivement. Non, c'était, merci beaucoup de l'invitation et Dolores, merci encore pour tout ce que tu... Et merci à vous toutes et tous. Merci à toi surtout. À bientôt. Salut Alice, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bon, on va pouvoir. On va bientôt clôturer du coup cette conférence, mais du coup avec Dolores. Voilà. Ouais, pareil, moi je peux pas rester non plus trop longtemps parce que ça continue aussi. Ouais. Voilà, il va y rester une ou deux questions. D'accord. Et donc voilà, je laisse les journalistes jeunes conclure. D'accord. Bien évidemment, s'il y a des questions. Oui, bien sûr. C'était à Lise peut-être ou à Kenan, mais sinon. Je peux commencer, non? Vas-y. Alors, au vu de tout ce qui a été mentionné auparavant, selon vous, quelle place occupent les hommes au sein du féministe? Faudrait leur demander. Vous êtes, votre micro est coupé par contre. Attention. Ouais. Est-ce qu'ils se sentent acteurs aussi de ce qui est en train de se passer? Est-ce que dans la vie, dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, ils appliquent justement les préceptes du féminisme qui est en tout cas d'accompagner ces changements, de pas parler pas parler à la place d'eux, mais d'être à leur bonne place, c'est-à-dire à l'endroit où eux, ils ont des privilèges, de faire en sorte de comprendre qu'il va falloir en laisser aussi un peu pour les autres, celles qui sont discriminées en permanence, qui sont violentées. Il y a des hommes qui, dans la rue, ne sont pas forcément en train de dire toute la journée qu'ils sont féministes, et c'est peut-être ceux-là même qu'on préfère, mais qui vont être des alliés silencieux mais utiles de ce combat qui en fait, on voit bien, ne fait que commencer en tout cas dans la prise de conscience plus large de la société, dans les débats qu'elle suscite, etc. Donc, les hommes ont évidemment toute leur place, mais c'est aussi à eux
de comprendre aussi que le combat, il est mené par les femmes depuis un bon moment, qu'il y a beaucoup d'accomplissements qu'elles arrachent elles toutes seules, bon, par exemple, je sais pas, s'ils veulent devenir pères, est-ce qu'ils sont des bons amis, est-ce qu'ils sont des bons amants, parce qu'on le sait, hein, beaucoup des actes d'agression sexiste et sexuelle, notamment, qui se passent par rapport à des proches. Donc, je pense que les hommes doivent aussi beaucoup se questionner, pas simplement leur intimité, leur intériorité et leur masculinité, mais ils doivent aussi questionner quel type de rapport dans cette société qui est certes hyper violente et pas du tout faite pour que les femmes s'y sentent en sécurité complètement. Ils doivent aussi questionner absolument leur manière de fonctionner déjà rien qu'avec leurs proches. Ce serait pas mal. Et après, voilà, de comment parce que moi, les hommes qui disent être féministes parce que en ce moment ça fait bien de le dire, je trouve pas ça très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est est-ce que concrètement, dans la semaine ou dans le truc, est-ce qu'il y a des choses où, quand on vous parle de, je sais pas, de plein de choses qui nous paraissent évidentes et qui ne vous le sont pas, est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Parce qu'il faut considérer qu'en tant que femme, les choses qu'on vit, quand parfois on vous en parle et que vous ne les entendez pas, parce que ça ne vous arrange pas, en fait, là, vous pouvez après dire tout ce que vous voulez, que vous êtes des alliés et tout. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, évidemment, je pense que les hommes ont une place centrale au sens où ils peuvent faire évoluer les choses, mais tout en se rappelant bien de leur place, qui est d'être celle d'alliés, si possible silencieux, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire, déjà à cet endroit, et que je ne suis pas sûre que tous les hommes, notamment ceux qui se disent féministes, se rendent compte qu'au-delà même de prendre la parole publiquement, il y a déjà des choses peut-être à faire dans leur entourage tout de suite, parce que, encore une fois, c'est ces chiffres-là, les chiffres qui nous prouvent que c'est avant tout dans l'entourage que les méfaits se produisent. Voilà. On a normalement une dernière question. Lise, peut-être? Lise a un problème avec son micro. Je n'ai pas trop compris, mais du coup, elle m'a demandé de poser la question à sa place, donc je vais la poser. Du coup, sa question, c'était: que pensez-vous des pratiques de pinkwashing et de la récupération des causes féministes et LGBT à des fins commerciales et de communication? Évidemment, je ne vais pas dire que c'est bien. Je ne vais pas dire que c'est bien, c'est lamentable. Voilà, c'est toujours le problème. Et là, le problème, en même temps, quelque part, c'est le signe que quelque chose est en train de dépasser, puisque ça devient presque un business. Donc, c'est un signe, malheureusement, presque, je dirais, dans un sens qui montre que voilà, les idées sont en tout cas en progression et qu'elles sont même monnayables dans notre société capitaliste. Mais après, évidemment, c'est lamentable. Et surtout, le pinkwashing, on sait que ça a des conséquences qui peuvent être désastreuses, même sur l'avancée des luttes en elles-mêmes. C'est-à-dire que ça donne... mais alors, moi, je peux pas m'exprimer à la place mais des personnes qui sont concernées, mais je sais que ça peut poser des vrais problèmes. Par exemple, quand des grosses entreprises viennent financer des chars pour les Pride ou ce genre de phénomène-là, alors que c'est des entreprises. C'est-à-dire que les mouvements militants ne sont pas simplement des mouvements qui militent pour la cause qui représentent en apparence, c'est aussi des mouvements qui sont des mouvements bien souvent écolos, qui sont des mouvements en tout cas à la pointe de tout ce qui doit évoluer absolument. Donc quand parfois il y a des grosses multinationales qui viennent financer des chars dans les prides pour se refaire un peu une image sur le dos de minorités, forcément que ça pose un vrai problème, pas seulement d'éthique, mais ça pose aussi un vrai problème de qu'est-ce que maintenant, en fait, comment les personnes peuvent continuer de se libérer et de se sentir moins opprimées par la société, dans la société par les majoritaires. Puisque si on a de l'argent et qu'on a acheté, entre guillemets, par une grosse entreprise, qui en fait avec qui on n'est pas forcément en adéquation sur les modalités de fonctionnement, d'action, etc. Et que potentiellement en plus elle peut opprimer, c'est-à-dire que son argent lui rachète une conscience, il y a un vrai souci. C'est-à-dire que là on n'avance pas, on avance en apparence, mais qu'on sait qu'au fond,
en termes de mœurs, on n'a pas avancé. Donc, le pinkwashing et tout le woke phishing, tous ces mots qui commencent en LGBT, pink, woke, écolo, qui finissent en shing, de toute façon, c'est mortifère en fait pour la cause en elle-même. Évidemment, c'est des reculs. En fait. Et après, c'est très compliqué parce que ça pose aussi la question du financement en fait, de ces mouvements, c'est-à-dire pour qu'il y ait pinkwashing, etc. C'est-à-dire que c'est encore aux militants d'aller travailler pour dénoncer et dire regardez ces entreprises-là, voilà ce qu'elles font, etc. Donc c'est double peine en fait, en plus pour les militants qui ont déjà beaucoup de postes d'action et qui se mangent déjà aussi beaucoup qui sont beaucoup contrés, enfin, voilà, par plein de gens qui ne pensent pas comme eux et qui estiment que l'égalité, ce n'est pas entre toutes les citoyennes et tous les citoyens de France et de Navarre. Donc, en fait, c'est la double peine. C'est à la fois contribuer à faire échouer des endroits où, en fait, les luttes s'autonomisent, s'affranchissent, voilà, avec une fausse image comme ça, un peu cool, un peu business, un peu Startup Nation, en fait. Et de l'autre côté, c'est donner encore plus de taf à des militantes et militants qui sont déjà voilà, très, très sollicités et qui ont déjà à combattre pour en plus aller défaire ce que des entreprises qui s'autorisent ou que parfois on autorise à faire, vont faire en s'associant comme ça voilà, en utilisant ces causes-là parce que ça fait bien, parce que c'est cool et parce que voilà, les tendances ont dit que c'était dans l'air du temps d'être woke et voilà. Donc, c'est un problème. Bien, bien merci. On va pouvoir clôturer cette conférence de presse. Merci beaucoup, Dolores, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pu participer, d'avoir pu échanger avec les journalistes. Merci à vous de m'avoir invité et m'avoir invité avec Alice Coffin. J'adore, vous avez compris. Très bien. Merci. On va très très rapidement couper le live, mais bon, je suis juste obligé de passer par un petit passage corpo qui m'a été réclamé par la déléguée générale. D'ailleurs, tant qu'on est dans le corpo, hein, je garantis que Jet d'encre n'est pas en train d'essayer de se pinkwasher, hein, bien évidemment. J'ose espérer qu'on fait ça de façon sincère. Alors, dans les petits passages corpo, il faut parler des petits projets de l'association. Donc voilà, ce samedi 20, on va avoir une journée des bénévoles, donc, à laquelle vous pouvez participer à certains ateliers, notamment pour vous tenir au courant de l'actualité de l'association, des différents projets qui vont être menés, voire même participer à certains projets. On a Kaléidoscope, toujours, qui va arriver, donc le concours des différents journaux jeunes national. On a le projet Droit de réponse également, donc qui a été lancé il y a quelques jours, enfin quelques semaines, sur lequel donc une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez soumettre des contributions et des propositions pour faciliter le journalisme jeune, pour faciliter pour proposer des solutions sur comment former des journalistes jeunes, comment être en bonne relation avec un établissement, par exemple, comment former également les chefs d'établissement. Voilà, différents projets. Et puis, les conférences de presse, évidemment, ça ne s'arrête pas avec celle-ci. Il y en aura une prochaine normalement sur le photojournalisme, donc également avec des intervenants que l'on tient pour l'instant secrets. Et on espère que, voilà, si ça vous a plu, que vous serez présent pour une prochaine conférence. Et puis, une fois de plus, vous pouvez toujours écrire des articles par rapport à cette conférence de presse, puis les publier. Et Jet d'encre s'efforcera de faire une revue de presse. Donc, voilà. C'était le petit passage officiel et obligatoire. Voilà, une fois de plus, merci Dolores. Merci à vous. Merci à Alice aussi, même si bon, elle a dû partir. Merci à tous les journalistes jeunes qui ont participé. Merci à Jeanne et Jérémy qui donc ont organisé l'événement. Merci à Pierre qui est en technique. Voilà, ça a ferré en coulisses. Et merci aussi à ceux qui étaient présents sur le live et qui ont pu suivre cette conférence de presse, même s'ils n'ont pas pu poser de questions. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.